14h sur Lux Radio. Rachid Alaoui. Bonjour et bienvenue à tous sur Lux Radio à Casablanca 99.2. Gadir 102.4 avec ou sans parler votre émission de débat politique débute avec comme thème finance islamique 2 points, financement alternatif ou alternative sans financement avec un point d'interrogation. Pour ce débat, nous accueillons Youssef Bardadi qui est président du directoire de Dar et Safa, Talal Hlou qui lui est directeur de MFI Consulting spécialisé dans le conseil et la formation en finance islamique. Parmi nous également Brahim Sentissi, directeur de CGFI Consulting, cabinet spécialisé dans le conseil en finance, Omar Ketani d'ailleurs qui est tout près de lui et qui lui est professeur à l'université Mohamed V de Rabat, ainsi que membre de l'association Maroc Études et Recherches en économie islamique. Et parmi nous aussi Mehdi Mijbal qui lui est journaliste au titre de presse tel quel. Bonjour à tous. Bonjour. Et encore merci d'avoir accepté notre invitation au débat, un débat qui va, je l'espère, jeter la lumière sur cette finance islamique ou banque participative. D'ailleurs, c'est tout l'intérêt, entre autres, du débat d'aujourd'hui, mais on en parle juste après l'édito préparé par la rédaction. Et voilà que depuis quelques jours, on reparle de la finance islamique. Reparle car cela fait des mois et des mois que ce sujet était porté disparu, ou plutôt hors radar politico-médiatique. Au point où la rumeur a pris le dessus sur l'information réelle, rumeur faisant état de la disparition pure et simple de la finance islamique chez nous. Comme si le Maroc décidait de ne pas voir d'un bon œil le débarquement de la finance d'un autre genre, d'un autre type. Débarquement, oui et non, car il est bon de rappeler que des banques de la place comptaient dans leur gamme de produits financiers une offre de produits islamiques sans que l'engouement, l'intérêt soit manifeste et que sa clientèle se montre friande de ces produits. Mais si l'on en croit certaines voix, ça c'était hier. Aujourd'hui, on nous dit que des catégories de population sont disposées, intéressées, voire déterminées à bénéficier des produits financiers islamiques. Population, nous dit-on, qui jusque-là tournait le dos à la finance classique, aux produits bancaires traditionnels ou encore aux produits financiers conventionnels et ces jeux d'écriture et d'intérêt, intérêt découlant d'un prêt auprès d'un établissement bancaire, que ce soit pour l'acquisition d'un logement ou pour l'achat d'un véhicule. Ainsi, et selon les discours des uns et des autres, solliciter un emprunt, un prêt, un crédit auprès d'une banque islamique ou dotée de produits islamiques permettrait d'acheter un bien sans devoir crouler sous les intérêts. Reste à savoir comment éviter de financer un appartement par la case crédit tout en échappant aux intérêts bancaires, à moins de considérer que la finance islamique, finance à taux zéro, reste à le démontrer. Du coup, on se demande, on s'interroge sur la plus-value de la finance islamique pour vous, pour nous tous, ou plus précisément de la banque participative. Et oui, on ne parle plus de finance islamique, mais tenez-vous bien, de banque participative. Et on tient ça de la toute nouvelle loi organique relative aux établissements de crédit et organismes assimilés. Banque participative, finance islamique, blanc bonnet ou bonnet blanc, que faut-il voir, comprendre, décrypter du changement de dénomination? Pas grand-chose, beaucoup de choses, cela ne change rien, tout en changeant tout, sans changer grand-chose. En tout état de cause, le débat est là pour éclairer et donner les clés pour mieux s'approprier la finance islamique, la banque participative, car dorénavant c'est comme cela qu'on doit la présenter. Vous me direz, peu importe la forme, c'est le fond qui compte et nous comptons sur vous, messieurs, pour cela. avec Ou sans parure. le débat est ouvert. Youssef Bardadi, je rappelle que vous êtes président du directoire de Dar et Safa. Oui, tout à fait. Une fois de plus, merci d'avoir accepté notre invitation au débat, au même titre que Talal Hlou, Sentissi, Omar Ketani, Mehdi Mijbal. Mais pour démarrer le débat d'aujourd'hui, le thème qui a pour thème finance islamique, financement alternatif ou alternative sans financement avec un point d'interrogation, suivi d'un édito que je vous ai vu écouter. Est-ce que vous avez une réaction particulière? Moi, la première réaction, c'est d'abord le projet de loi, il intègre la finance participative dans un projet de loi bancaire globale. Ça veut dire que la finance participative fera partie du système global de la finance marocaine.
C'est-à-dire que en fait, la rénovation, si je puis dire, je l'ai sous les yeux, qui est relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, en fait, c'est la banque participative ou la finance islamique. D'ailleurs, il faudra peut-être mettre en relief ce qui différencie l'un de l'autre et pourquoi ça a changé. En fait, ce n'est qu'un élément parmi tant d'autres. Tout à fait. C'est un ensemble. Enfin, on revoit la loi bancaire avec l'introduction d'un nouveau système de financement, un nouveau système bancaire qui est la banque participative. Et juste sur le pourquoi plus finance islamique et pourquoi banque participative selon vous? Parce que la banque islamique, elle est participative parce qu'elle est basée sur c'est le terme participative en arabe, c'est Tchacharoukia, et c'est ça. C'est le principe de la banque islamique, c'est que c'est une banque qui est participative entre la banque et ses clients, etc. Donc ça, on aura l'occasion effectivement de mettre ça en relief pour bien aussi que celles et ceux qui nous écoutent et qui vont certainement nous écouter tout le long du débat puissent avoir un maximum d'éléments pour faire la différence éventuellement entre finance islamique et banque participative. Talal Hlou, je rappelle que vous êtes directeur des MFI Consulting, société spécialisée dans le conseil et la formation en finance islamique. Vous c'est pas spécialisé en banque participative, c'est bien en finance islamique. Alors le nom, comme l'a dit la personne, la journaliste qui a présenté l'édito, bon, c'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est le résultat, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait dans cette finance participative ou dans cette finance islamique. Quelles sont les procédures qui ont été adoptées? Est-ce que on fait des choses juste pour entre guillemets islamiser le conventionnel, ou bien est-ce qu'on a vraiment quelque chose qui propose une réelle alternative? Je rappelle que la finance islamique vient dans un contexte donné, le contexte de la crise de 2007. C'est là où vraiment elle a eu un élan international. Voilà, exactement, la crise financière internationale. Et donc, on s'est rendu compte que, bon, après 2 siècles de finances, disons, classiques, où en est-on en termes d'inégalité, en termes de stabilité, en termes de crises qui reviennent? Et donc, certains comme Gordon Brown, comme Christine Lagarde, qui ont vanté les mérites de la finance islamique, se sont dit, bon, allons voir un petit peu ce produit qui est pour eux assez exotique. Et donc, finalement, la finance islamique, elle a des piliers, des fondamentaux qui sont relativement différents et qui méritent cette attention. Et d'ailleurs, Talal Hlou, effectivement, on va y revenir là-dessus, mais donc vous considérez, Talal Hlou, que finance islamique ou banque participative, pour vous, c'est la même chose? Non. Le plus important, c'est le résultat. On peut même l'appeler juste finance si on a des transactions qui sont réellement conformes et qui répondent à un besoin nouveau de la population et surtout qui ne nous fassent pas retomber dans l'état d'un système classique que l'on connaît, eh bien, le nom, c'est quelque chose de secondaire. Brahim Saint-Issi, directeur de CGFI Consulting, cabinet spécialisé dans le conseil en finance. Est-ce que vous alignez ou pas à ce que vient de nous dire Talal Hlou en nous disant que de toute façon, finance islamique ou banque participative, peu importe, ce qui est important, c'est le fond et le résultat? Oui, bien sûr, c'est évident que c'est les principes et la manière dont c'est fait qui importent, c'est pas le nom. Moi, j'aimerais dire aussi que... Mais Brahim Saint-Issi, simplement, si peut-être une personne qui nous écoute qui se dirait, mais pourquoi avoir changé de nom? Qu'est-ce que vous lui répondriez? Je dirais que c'est pas ça l'important. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les produits qui vont être proposés vont être conformes à ces principes? C'est ça qui est important. Et 2 choses. La première, c'est qu'en fonction des pays, parfois vous avez finance islamique. Je crois qu'en Turquie, on l'appelle aussi finance participative, il me semble. Et donc en fait, l'important, c'est... Je crois qu'il doit y avoir que le Maroc et la Turquie alors dans le monde. Écoutez, partout, y compris Londres, qui revendique le fait de vouloir être la capitale mondiale internationale de la finance islamique, on parle de finance islamique. Je pense qu'il ne faut pas se tromper de débat. Le débat, c'est pas quel est le meilleur nom pour ça. Le débat, c'est est-ce que effectivement ces produits... Simplement, au départ, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a plus d'1 an et demi, pratiquement 2 ans, oui. Vous étiez également parmi nous. Vous aviez fait la gentillesse d'être parmi nous pour un débat où, d'ailleurs, sous les yeux, le thème était faut-il avoir peur, sans jouer sur les peurs de la finance islamique. Et puis à cette époque-là, on parlait de finance islamique. Lorsque un parti politique est aux responsabilités aujourd'hui dans son programme électoral, en l'occurrence le parti Justice et Développement, avait inscrit la finance islamique. Je vais aller plus loin dans mon raisonnement, je préfère qu'on l'appelle finance participative. Pourquoi? Parce que pour éviter un peu le débat sur effectivement sur ça. Le fait de l'appeler banque participative ou finance participative va nous faire dépasser un petit peu ce faux débat sur le nom et nous permet de nous concentrer sur l'essentiel. Est-ce que effectivement ces produits respectent les valeurs, les morales donc de la finance islamique ou pas? D'ailleurs, j'aimerais dire aussi qu'en fait, on parle de banque participative, mais il ne faut pas oublier que c'est un écosystème. Il y a la loi sur la titrisation qui est sortie, qui nous permet également
d'émettre des soukouks. Les textes d'application ne sont pas encore sortis, mais ça va être également un outil de financement très intéressant pour les entreprises. La titrisation, c'est des créances douteuses qui vont être découpées en tranches? C'est pas... Non, pas de créances. Pas de créances. Pas de créances, les titrisation? Non, des actifs. Des actifs, mais on ne vend pas de créances en finance islamique. Oui, mais je veux dire, est-ce que de la titrisation, même si c'est pas le débat d'aujourd'hui, c'est des créances qui sont claires, qui sont saines, qui sont... Basées sur des actifs réels. Découpées en titres, voilà. Non, c'est pas des créances. Non, on ne parle pas de titrisation dans la finance islamique, mais le projet de loi... Le projet sur la titrisation. Oui, la titrisation. Moi, je ne suis pas financier, j'ai quelques petites notions, voilà, c'est en fait, pour faire simple, ça vient de la loi sur la titrisation. C'est vrai que moi aussi, au départ, j'étais un peu surpris qu'on parle de soukouk dans la loi sur la titrisation. Bon, c'est le législateur qui a choisi de faire comme ça. Si on a l'occasion, on expliquera effectivement ce que c'est les soukouks et on verra que ça n'a rien à voir avec effectivement la titrisation de créances douteuses. Donc juste pour finir sur ce point, effectivement, banque participative, moi je trouve que c'est un nom qui convient parce qu'effectivement, il y a en finance islamique une notion de partage des risques et des profits. Je pense qu'on aura le temps également de creuser ça. Et lorsque vous ouvrez un compte, vous êtes déposant chez une banque islamique, vous avez soit un compte qui n'est pas rémunéré, donc c'est une MNA, soit vous avez des comptes qui sont rémunérés, et dans ce cas-là, il y a tout un système de partage de pertes et de profits avec la banque qui va investir votre argent donc dans un certain nombre d'investissements, et c'est un mode de fonctionnement qui est très différent d'une banque. Et effectivement, sur le mode de fonctionnement, les produits, est-ce qu'ils pourraient apporter de nouveau, en tout cas pour la clientèle? Je vous propose qu'on en parle dans un second temps, mais je voulais voir, juste par rapport à ce projet de loi et ce changement de dénomination, c'est pas de centrer le débat là-dessus, mais simplement d'éclairer. Omar Kitani, je rappelle que vous êtes professeur à l'université Mohamed V de Rabat et membre de l'association Maroc Études et Recherches en économie islamique. Est-ce qu'il doit y avoir débat ou pas, ou un arrêt sur le fait que une clarification, changement de dénomination entre finance islamique une hier clarification. et le banque Maroc n'a pas choisi ce concept par hasard. Il l'a choisi probablement pour ne pas dire que les banques conventionnées ne sont pas islamiques, donc ne sont pas halal. Donc il y a cette arrière-pensée qui est derrière. Deuxième élément, une diabolisation, Marc Kitani, si j'ai bien saisi, pour pas qu'il y ait une diabolisation dans les esprits des banques existantes aujourd'hui pour qu'on se pose pas la question, s'ils sont islamiques, c'est que les autres ne le sont pas. Donc on a voulu éviter ça. Mais il faut pas croire que participatif veut dire islamique. Parce que participatif, c'est une technique. C'est une technique de financement. Islamique, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est une éthique. C'est un concept, c'est un modèle. C'est un système. Et donc, le fait de dire participatif veut, dès le départ, insister sur le fait que c'est une technique de financement. Alors, ceci dit, qui est différent si jamais il y a des manquements au principe islamique, on nous dira, non, mais ce ne sont pas des banques islamiques, ce sont des banques participatives. Donc, parce que le terme islamique, il a une connotation beaucoup plus profonde que le terme participatif. Banque participative, il n'y aura pas d'alignement, ou en tout cas rien ne sera superposé à la religion, à la charia et autres. Il sera superposé. La loi vient superviser. Mais le conseil de ulama qui a intervenu, on en parlera ultérieurement. Le concept islamique, c'est un label maintenant sur le plan mondial. Sur le plan international, c'est un label, c'est-à-dire que les banques qui s'appellent des banques islamiques répondent à des normes qui sont fixées sur le plan international. Et donc, lorsqu'on appelle ces banques des banques participatives, on sort un petit peu de ce cadre, dans la mesure où on se donne une marge de manœuvre pour pouvoir ne pas devoir rendre compte lorsqu'il y a un manquement à ces principes islamiques. Parce qu'on nous dira, sur le plan légal, on est des banques participatives, on n'est pas des banques islamiques. Donc il faut faire la différence entre la technique qui peut être appliquée, et qui peut être même appliquée dans des pays occidentaux, et l'éthique de base, la philosophie de base, la dimension normative qui est très importante sur le plan social et sur le plan de la communauté musulmane, qui, elle est portée par le concept islamique, elle n'est pas portée par le concept participatif. Donc je ne suis pas d'accord avec les gens qui ont intervenu en leur disant que le terme islamique, il est porteur d'une dimension qui ne figure pas dans le terme participatif. Le terme participatif est un terme technique.
Parce qu'il peut y avoir des sociétés d'investissement participatif dans les pays occidentaux. Mais donc participatif ne veut pas dire forcément islamique. Ceci dit, le système islamique n'est pas caractérisé simplement par le participatif. Il est caractérisé et par le participatif et par le social, par l'investissement social. Donc la dimension financière, elle est simplement un élément de la dimension économique qui est un élément du concept islamique. Sur ce juste point, parce que j'ai toujours mis une discipline moi de finir le tour de table avec que chacun puisse s'exprimer là-dessus justement sur finance islamique et banque participative, parce que c'est le nom qui figure aujourd'hui dans ne serait-ce qu'au niveau du nouveau projet de loi qui vient de sortir. Mehdi Mijbal, journaliste à tel quel, sur la finance islamique, le changement de dénomination, on parle de banque participative. Je rappelle qu'aussi Mehdi Mijbal s'est fendu d'un article business, puisque c'est le responsable des pages économiques au sein de notre hebdomadaire tel quel, en disant schizophrénie bancaire. Oui, c'est la schizophrénie. Quand on lit le projet de loi bancaire, enfin la partie qui est dédiée aux banques participatives, on sent qu'il y a une certaine gêne chez les rédacteurs de ce projet et ceux qui l'ont validé, parce qu'il a été validé en conseil du gouvernement, une certaine gêne à appeler les choses par leur nom. Parce que banque participative, à mon avis, c'est un terme qui ne veut rien dire, qui ne veut absolument rien dire, parce qu'on a déjà aujourd'hui, avant même la rédaction de ce projet de loi, on a aujourd'hui au Maroc une finance participative. Je peux citer l'exemple du capital risque. On a plusieurs banques d'investissement de capital risque qui font exactement... C'est très négligeable quand même. Comment ? Très négligeable, pardon. Négligeable ou pas, mais ça existe. La finance participative existe au Maroc depuis au moins une quinzaine d'années. Le capital risque est un genre de banque participative. Maintenant, la définition qu'a fait le projet de loi bancaire sur la finance islamique, pourquoi je dis que ça ne veut rien dire ? Parce qu'une banque participative, une banque islamique participative, dans le volet entreprise, oui, je suis d'accord, parce que toutes les opérations de financement, c'est un genre de partage de risque entre la banque et l'entreprise qui est financée. Mais dans l'immobilier ou dans le crédit automobile, je ne vois pas où est la participation ou le partage de risque entre la banque et le créancier. Peut-être qu'il existe et peut-être qu'il y a nous répond là-dessus. On reviendra là-dessus. Donc pourquoi il y a hypocrisie ? Parce que justement, comme l'a dit Siktani, vous êtes allé plus loin, vous totalement avez dit, d'accord avec une schizophrénie, lui. C'est une schizophrénie, je suis totalement d'accord avec lui, parce que avouer aujourd'hui qu'on va ouvrir la voie à une finance islamique, ça revient à dire que toute la finance d'aujourd'hui, toutes les banques d'aujourd'hui ne sont pas islamiques, donc ne sont pas halal. Ce que nous disait Omar Kettani. Ne sont pas halal, et donc ça reviendra à diaboliser un système avec qui on a roulé depuis, même avant l'indépendance. Et avec lequel on roule, et avec lequel, à mon avis, on roulera encore. Et puis, à part ce côté dénomination, on voit très bien que le Maroc, ou le gouvernement marocain, ou les autorités monétaires, parce que je pense que c'est Banque Maghreb qui a la main dessus, la main sur le dossier de la banque veut noyer le participative. Voilà, veut noyer le poisson. D'abord, en intégrant ce volet de finance islamique dans un projet de réforme de projet de loi bancaire. Donc on voit que sur tout le projet, il y a à peine 17 articles qui sont destinés aux banques islamiques, donc on noie le poisson. Et puis il est très restrictif. On met des conditions draconiennes à l'exercice de ces banques. On reviendra sur les conditions, mais détails. Et moi je voulais juste... Mais sur le nom, oui, c'est de l'hypocrisie. On sent qu'il y a eu une gêne. On ne veut pas les appeler finances islamiques. On ne veut pas avouer que ces banques sont conformes à la charia, même si dans des places financières internationales comme la City à Londres ou même à Wall Street, on appelle ça Islamic Finance, sans gêne, alors que c'est des pays qui sont non musulmans, qui ont peut-être des problèmes de civilisation avec l'islam, etc. Mais ils n'ont pas de gêne à l'appeler parce que son nom est comme ça. C'est de la finance islamique depuis la nuit des temps. On dit la finance, on décide bizarrement de changer cette appellation, de les appeler banques participatives, un nom creux qui veut rien dire. Voilà. Ou qui veut dire beaucoup d'autres. Donc je suis pas d'accord avec les intervenants qui disent que c'est pas important. Oui, peut-être que c'est pas important d'un point de vue technique, mais politiquement et symboliquement, le changement de dénomination des banques islamiques révèle une gêne très très importante de nos décideurs. Est-ce que Youssef Bardali n'a aucune gêne à pouvoir peut-être réagir? J'ai rappelé que vous êtes président du directoire de Dans les Safas. Là-dessus, gêne ou pas gêne, ou c'est un... Moi personnellement, c'est... Donc cette question-là, le fait qu'il y ait
une solution que je vais apporter à une niche de clientèle qui est là et qui va répondre à son besoin, donc je suis preneur. Vous pouvez, peu importe l'habillage, peu importe etc. Moi, je suis là pour, c'est-à-dire pour apporter un complément à d'autres produits qui sont là économiquement, qui peuvent répondre à une demande. À une demande qui est spécifique, qui est là, et donc voilà. J'aurais compris cela si on n'était pas un pays musulman. Oui. J'aurais compris cette réaction. Mais dans c'est-à-dire comment je ne vois pas pourquoi. Si on étale la carte des capitales financières, là où les capitales dites occidentales n'ont pas de gêne avec la finance islamique, et nous on aurait une gêne avec la finance islamique. Exactement. Et donc je ne vois pas pourquoi on prendrait des réserves sur une appellation qui maintenant c'est une norme sur le plan international. La normalisation. Sur le plan juridique, s'il y a des transgressions, on n'aura pas le droit de dire c'est pas islamique parce que il n'y a pas l'appellation. Donc il y a une ambiguïté et le consommateur marocain malheureusement il va être sujet peut-être, la pratique va le montrer. S'il y a des transgressions par rapport au principe islamique, il n'aura pas le droit de c'est pour ça qu'on va aller sur la technicité pour voir si la transgression. Je suis d'accord. Youssef Bardali, oui, si vous voulez. Je suis d'accord par rapport le micro, si vous permettez. Je suis d'accord par rapport à ce qu'il dit. Il y a maintenant le projet de loi, il est là. Il y a dedans effectivement un certain nombre de produits qu'on peut commercialiser. Mais il y a aussi la conformité à Sharia qui doit être là. On ne peut pas vendre un produit Sharia, c'est-à-dire qui répond à Sharia, en disant qu'il répond à Sharia. Donc c'est aussi le rôle des intervenants dans ce marché pour être conforme au précepte de la Sharia islamique. Mais à quoi ça sert de vendre des produits conformes à la Sharia si on n'a pas le droit de communiquer dessus? Parce que le projet de loi le dit clairement, les banques participatives ou les banques qui vont vendre des produits islamiques n'ont pas le droit, dans leur communication, dans leur pub, dans leur campagne d'affichage, d'afficher le caractère halal ou conforme à la charia de ces produits. Oui. Ça montre qu'on est plein dans la schizophrénie ambiante au Maroc, qui ne veut pas assumer ce label islamique que d'autres pays avant nous l'ont assumé. Brahim Sentissi, directeur des MEFI Consulting. Oui. Ouais, donc sur l'aspect participatif, moi j'irai plus loin. J'aimerais bien que le législateur fasse en sorte que ces banques soient vraiment participatives. Je vais m'expliquer pourquoi. Dans les pays du Golfe, on a lancé la finance islamique. La finance islamique s'est très vite détournée de son essence première, et comme l'a dit Dr Ktien, la finance islamique est un élément de l'économie islamique qui est basé sur 4 piliers, le waqf, la zakat, la microfinance islamique et la finance islamique. Donc la finance islamique, c'est un pan de l'économie islamique. Tout à fait. Dans les pays du Golfe, on a lancé la finance islamique. Très vite, les banques se sont orientées vers les crédits immobiliers. Pourquoi ? Parce que les opérateurs de ces banques venaient d'un background conventionnel avec une animosité envers le risque, alors que la finance islamique fait du capital risque. C'est pour ça que, légalement, si le législateur arrive à faire en sorte que ces banques participatives le soient vraiment, et que ce ne soit pas juste des banques qui financent l'immobilier et les voitures, moi au contraire, la finance participative, c'est le cœur de la finance islamique. Elle doit financer les petits entrepreneurs, parce qu'au final, soyons concrets. Parce que valeur aujourd'hui, au travers du nouveau cadre juridique que nous avons en fait, en tout cas, qui est disponible aujourd'hui, il y a restriction en matière de financement ? Non, pas du tout. Au contraire, là, je m'inscris en faux par rapport à ce que mon collègue de tel qu'elle a affirmé. Au contraire, le projet de loi n'est pas restrictif. Il ouvre la porte à n'importe quel produit qui est conforme. Donc, au contraire, il est très 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 large, et je pense que si vous revenez sur le... Je parle pas de restriction au niveau de la gamme de produits, je parle de restriction au niveau de l'activité, de l'exercice de ces banques. Non, l'activité est très ouverte. On peut donner l'exemple du capital qui doit être détenu à moins à 51% par des investisseurs locaux. Donc aucun banquier du Golfe ou aucun banquier étranger ne pourra avoir le contrôle sur son établissement financier. Contrairement à ce qui se fait aujourd'hui, on a un paysage bancaire qui est détenu à moitié par des opérateurs locaux, et l'autre moitié, on a 3 banques qui sont détenues majoritairement par des banques françaises. Pourquoi on autorise ça pour les banques françaises et pas pour les autres banques islamiques ? Donc ça, je trouve cette règle, je l'ai écrite, c'est une règle très algérienne. Quand l'Algérie l'a faite, imposer que le capital de sociétés étrangères soit détenu à 51% par des locaux, même les c'est une Émirats règle très restrictive, je suis désolé. Même quand on contrôle la communication d'un établissement financier dans un pays
dans une économie de marché, dans un pays libéral, je trouve ça très soviétique. Juste pour terminer le point que je soulignais, par rapport à ce que vous avez souligné sur le partage du risque, dans le financement immobilier, dans le financement automobile, même si pour moi ce n'est pas le cœur de la finance islamique, c'est financer des projets, financer des entreprises, financer de grands investissements. C'est ça le cœur de la finance islamique. Et donc il faut que les banques, pour qu'elles soient vraiment participatives, aient plus de 50% de leur financement. Est-ce que vous ne craignez pas que dans l'esprit des gens, il y ait ambiguïté, confusion, que les gens ne savent pas trop? Il y a une confusion que j'ai relevée dans l'édito. Finance à taux zéro. Ça, c'est une grande confusion qui risque de poser beaucoup de problèmes. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens pensent que la banque islamique vient pour prêter de l'argent gratuitement. La définition de la banque islamique, c'est complètement l'opposé de la banque classique. La banque classique prête de l'argent, la banque islamique fait du commerce. Si vous voyez la réglementation des banques conventionnelles, elles sont interdites de commerce. Elles n'ont pas le droit de faire du commerce. Alors que les banques islamiques doivent faire du commerce. Si elles ne font pas du commerce... Je pense savoir que toutes les banques de la place ont l'agrément, c'est les banques commerciales. Non, du commerce, c'est-à-dire immobilier, du commerce immobilier, achat-vente, transaction, elles n'ont pas le droit de faire ça. Et donc, la banque islamique, elle doit faire du commerce, sinon sa transaction est basée sur de la simple... Le crédit gratuit existe dans les banques islamiques, mais il est réservé à un petit pourcentage de la clientèle très défavorisée. Donc, Talal Halou, moi qui est loin d'être un expert, je ne suis pas comme vous, donc ça veut dire que quoi qu'il en soit, même si on a recours aux produits financiers islamiques, sous le couvert de la banque participative, il y a un emprunt, il y a un taux... Non, il n'y a pas d'emprunt. Non, il n'y a pas d'emprunt. La banque islamique ne prête pas d'argent. Et ça, c'est une idée reçue qu'il faut décomposer. La banque islamique achète un bien, ou bien achète en partenariat un bien, ou bien vous rentrez en tant que capital risqueur dans votre projet, mais en aucun cas la banque islamique ne prête de l'argent. Soit elle fait de l'actionnariat et du capital risque, soit elle fait des transactions immobilières. Mais elle ne prête pas d'argent. Et d'ailleurs, même dans la comparaison, si on veut faire la comparaison, par exemple, en banque islamique, il n'y a pas de pénalité de retard. Si un emprunteur est en difficulté, il n'y a pas de pénalité de retard. Et ça, c'est une différence aujourd'hui, fondamentale. On l'applique. Non, il n'y a pas de pénalité de retard. Si on l'applique, ce n'est pas conforme. Si on l'applique, ce n'est pas conforme. La théorie aussi... On a le président directoire d'Arsafa, il peut en témoigner. On va aller là-dessus, mais juste, parce que il y a peut-être des gens comme moi qui vous écoutent et qui ne savent pas réellement de ce qu'il en est, en fait, de la banque finance islamique et banque participative. Qu'est-ce qui change entre un produit dit conventionnel et un produit demain dérivé de la finance islamique ou de la banque participative, pour savoir effectivement quelles sont les différences, qu'est-ce qui va être la différenciation et qu'est-ce qui constitue le distinguo. Brahim, c'est ici, ensuite Omar Ketani, sur là, je vais essayer de prendre un cas concret. Je me dis, voilà, moi, je voudrais acheter un appartement, un logement à 300 000 dirhams. Pourquoi vous dites pas, moi, j'ai envie de faire une entreprise? Pourquoi on est très axé vers l'immobilier? C'est un cas qui est... Non, mais je pense qu'il y a plus de personnes qui ont envie et désireux d'avoir un toit, d'avoir un logement. Vous avez dit, je n'ai pas été très ambitieux, j'ai dit à 300 000 dirhams. 300 000 dirhams et j'ai recours, je veux effectivement ne plus avoir recours à la banque dite traditionnelle et moi, je vais répondre participative à la finance islamique. À votre question qui est très importante et très concrète. Très rapidement, parce qu'il y a plein de points qui ont été dits qui sont très importants pour moi. Encore une fois, pour moi, le débat, c'est pas finance islamique, finance participative, c'est est-ce que on va s'assurer qu'il y a une conformité, d'accord, des produits, des activités par rapport à la Sharia. La réponse est, il y a une conformité au niveau national par le Majlis al-Ulama et qu'il y a une conformité d'un audit Sharia au niveau de chaque institution qui doit reporter régulièrement le fait qu'effectivement c'est conforme. Après, je pense le débat, est-ce que ça suffit, est-ce que ça suffit pas, etc. Je ne suis pas expert, mais déjà, là, on met les moyens. Deuxièmement, on parle d'un label finance islamique. Moi, je préfère qu'on n'utilise pas à tort et à travers le label finance islamique sans s'assurer ce qu'il y a derrière et que effectivement des gens qui n'ont rien à voir avec l'islam l'utilisent parce que c'est vendeur, etc. Mais plutôt qu'on s'assure avant de dire finance islamique ou pas que effectivement les règles sont respectées. Troisièmement, il y a 3 modèles en fait au niveau mondial. Soit on va prendre la loi bancaire et on fait une deuxième loi bancaire, donc un modèle ce qu'on appelle dual, d'abord c'est ce qui existe en Malaisie. Soit on a un système 100% islamique. Et il y a, je crois, 2 pays dans le monde qui ont ça. Le Soudan et la Libye qui a déjà... Voilà. Soit on fait comme ce qu'on fait ici, nous, et je pense que l'Angleterre, c'est un peu le même modèle, c'est on fait évoluer la loi bancaire pour effectivement permettre une introduction au fur et à mesure de la finance islamique, ce qui permet aussi aux banques conventionnelles de se
positionner petit à petit, ce qui est bien parce que quelque part je pense que il faut pas déstabiliser l'économie d'un coup en disant que les banques conventionnelles il faut arrêter ça, on est dans un pays musulman, il faut tout arrêter, il faut aller progressivement. Et juste une parenthèse dans ça, l'expérience du Golfe montre que beaucoup de banques conventionnelles ont pris c'est-à-dire qu'ont vraiment adopté le système islamique au fur et à mesure dans le Golfe. Oui. Dans le Golfe, même si je rappelle qu'un pays comme le Qatar, si on s'appuie ne serait-ce que sur le Qatar, je pense que le marché représente 19% de la finance islamique dans le marché global. Donc c'est peut-être pas forcément des pays référents à la matière. Mais simplement, Brahim Saint-Ici, juste quand vous dites Londres, parce que vous avez cité Londres, je peux revenir sur le débat antérieur sur pourquoi banque participative, pourquoi finance islamique, pourquoi on a un document aujourd'hui, moi je l'ai sous les yeux, Londres qui se veut la première ville hors du monde musulman à être la capitale de la finance islamique, c'est-à-dire vraiment c'est assumé. Et je veux être le number one. Ils pensent même à émettre en matière de finance islamique. Un emprunt national sous forme de soukouk. Ils sont en train d'en parler. Ils ont créé un indice boursier islamique. Islamique, voilà. Il y a qui devrait voir le jour, mais juste sur un indice participatif, un indice islamique de finance. Je pense qu'il faudra qu'on dépasse ça à un moment. Ça ne peut pas avancer. Sur le Brahim Saint-Ici, sur peut-être le cas concret, parce que moi j'ai mis. Oui, alors bon. De se dire voilà qu'est-ce qui change, peut-être celles et ceux qui nous écoutent qui voudraient faire l'acquisition d'un bien immobilier par exemple. Si le Halwa dit un truc très important, c'est qu'on arrive dans un contexte et le contexte n'est pas un contexte islamique. Donc quelque part il faut s'adapter un peu à son contexte. D'accord. Donc le contexte, Brahim Saint-Ici, c'est on est dans un contexte où on n'est pas dans un système financier islamique. On est tous les pays du monde sont dans ce contexte. Voilà. Alors, mais juste pas un contexte. Alors, juste, on va laisser juste c'est pas quelque chose de provisoire. C'est quelque chose que peut-être Brahim Saint-Ici. Alors juste pour finir l'idée. Beaucoup comptent sur vous et moi le premier à mieux appréhender cette finance islamique. Alors juste pour finir, j'ai appris plein de choses et je considérais être beaucoup plus intelligent parce que je maîtriserai beaucoup mieux la finance islamique que la banque participative. Juste en fait, les revenus en finance islamique proviennent de quoi? De transactions commerciales. J'achète, je revends. Proviennent d'un travail. Je travaille, je suis payé. Proviennent d'une location. Je possède un bien, je le loue, etc. Ou proviennent effectivement d'une mise en commun d'un capital, d'accord, avec ensuite une redistribution de l'argent qui est généré. D'accord. En partant de ces principes très simples, on se dit d'accord, j'ai quelqu'un qui veut effectivement acheter un appartement. Supposons que on parle même pas de banque. On veut trouver une solution. Quelque part, un marchand va vous vendre l'appartement et vous dire ok, vous allez me payer petit à petit. D'accord. C'est quelque chose qui ça se fait d'ailleurs. Ça se fait. C'est-à-dire petit à petit. C'est-à-dire que au lieu de me payer 300 000 dirhams aujourd'hui, on va étaler les paiements sur 10 ans. Lui, si vous le vend à 300 000 dirhams, son prix de revient n'est pas 300 000 dirhams. Forcément, il l'a acheté ou alors il l'a construit moins cher que 300 000 dirhams. Du coup, il a une marge parce que sinon, il a aucun intérêt à vous le vendre à 300 000 dirhams. Donc, qui dit marge, il dit intérêt. Non. Ou la traduction d'intérêt lorsqu'on utilise le circuit classique. Si vous achetez une bouteille d'eau, si vous êtes un grossiste et que vous achetez des bouteilles d'eau à 100 et que vous les revendez à tous les détaillants à 110, vous avez une marge. Est-ce que c'est de l'intérêt? Non mais moi justement, comme je ne suis pas l'expert, quelle est la différence entre une marge dite marge bénéficiaire et des intérêts lors d'un circuit classique? Moi c'est la question. Je peux vous souligner ça. Surtout que ce projet de loi aussi, une fois de plus, spécifie que la marge bénéficiaire doit être connue d'avance. Alors la différence. C'est simplement pour bien comprendre. Je vais me répéter juste sur le fait. Je vais vous dire, moi je suis là, je travaille à Lux Radio, j'ai des sources de revenus, je voudrais faire l'acquisition d'un appartement qui d'une valeur de 300 000 dirhams. Je voudrais avoir recours à la finance islamique ou la banque participative. Est-ce que le bien qui vaut 300 000 dirhams, la banque va me prêter 300 000 dirhams et je vais rembourser 300 000 dirhams, ou la banque islamique va me prêter 300 000 dirhams et je vais rembourser plus de 300 000 dirhams. Voilà ma question en fait. La banque va acheter l'appartement, certainement moins cher que 300 000 dirhams, et vous le vendre à 300 000 dirhams. Et il y a deux choses très importantes là-dedans, c'est qu'il y a un transfert de propriété. D'accord. Donc la banque, en fait, il y a
Vous parliez tout à l'heure de créances douteuses, de subprime, etc. Ça, c'est pour la titrisation. C'était pour une transaction commerciale. Oui, mais la titrisation s'est faite à la base sur des prêts immobiliers, d'accord, qui ont été, on va dire, encapsulés dans des véhicules, revendus, etc. Là, on a une transaction adossée à un bien. Ici, je suis complètement d'accord. Je répète simplement ma question. Oui. J'ai mis la main, ça y est, je suis parti avec mon épouse, j'ai trouvé un appartement à 300 000 dirhams. La valeur du bien, on me dit, le propriétaire du bien me dit, ça vaut 300 000 dirhams. Je voudrais, moi, j'ai pas de sous, je voudrais emprunter 300 000 dirhams auprès d'une... La banque va l'acheter, d'accord, et vous le revendre. Donc il y a une transaction commerciale et donc il y a quelque part un transfert de propriété. Donc ça passe par la banque, premièrement. Et si j'emprunte 300 000 dirhams, est-ce que je vais rembourser que 300 000 dirhams? Non. Non, il n'y a pas d'emprunt dans la banque. Vous allez payer c'est une règle. le prix que la banque va auquel la banque va vous vendre le bien. Non, mais si je peux donner juste avec Omar Ketali, parce que je voulais que chacun puisse prendre la parole là-dessus. J'achète un bien 300 000 dirhams qui vaut 300 000 dirhams, dont la valeur marchande est de 300 000 dirhams. J'emprunte 300 000 dirhams dans une banque participative, donc finance, et je recours donc à la finance islamique. Omar Ketali. Il faut essayer de déconnecter. C'est une transaction commerciale où la banque va vous vendre le bien. J'achète un bien qui a une valeur marchande de 300 000 dirhams. J'achète. Très bien. Je passe par l'emprunt. Parce que j'ai pas de sous. Je sollicite, donc je veux acheter un bien. C'est compliqué, hein. Et il faut partir. Ça a l'air très compliqué pour simplifier. Voilà, c'est pour ça qu'on va simplifier. Moi, je fais ça tous les jours. Partir à la base. Je peux répondre. On n'a pas défini l'activité d'une banque islamique jusqu'à maintenant. Exactement. Et donc, on va se mettre d'accord une fois pour toutes. Allez-y. Omar Ketali. La banque islamique, c'est une appellation générale, parce qu'il y a plusieurs types de banques islamiques. Et c'est là où il y a un problème de compréhension pour que je puisse répondre à votre question qui est précise. La banque islamique fait soit des opérations commerciales, genre Mourabaha, c'est ce qui vient de dire M. Sintissi, c'est le fait de répondre aux besoins des consommateurs. Des consommateurs de maisons, des consommateurs de voitures, ou de produits utilitaires. Qu'est-ce qu'elle fait pour ne pas payer un taux d'intérêt? Quand vous désirez acheter un bien, vous le désignez à la banque, vous lui dites « je veux acheter ce bien », voilà son prix, voilà c'est une maison ou c'est une voiture, c'est pour un taxi ou c'est un bien utilitaire, elle vous dit « d'accord, quel est son prix ?» Vous lui dites « son prix est de 10 millions », elle vous dit « d'accord, vous me donnez une marge bénéficiaire, je vous le paye cash, je vous le livre et vous allez le payer avec des traites, avec une marge bénéficiaire. C'est ce que fait n'importe quel commerçant. Il achète un produit à un prix et il vous le vend avec une marge bénéficiaire. C'est une opération purement commerciale. Alors, quelle est la différence avec un taux d'intérêt? C'est que la différence avec un taux d'intérêt, c'est que le taux d'intérêt, vous le payez sur l'argent que vous empruntez. Il n'est pas forcé que vous utilisez cet argent dans une utilité par la suite. Vous pouvez jouer avec cet argent dans un casino, on s'en fout, vous allez payer un taux d'intérêt. Dans le système islamique, on va vérifier d'abord est-ce que l'opération avec laquelle vous allez utiliser l'argent, est-ce qu'elle est halal? D'abord, on ne va pas vous acheter un porc à un prix et on vous le vendre à un autre prix, ou de l'alcool à un prix et vous le vendre. Donc d'abord, l'opération, il faut qu'elle soit halal. Donc, c'est pour cela. Deuxième élément, c'est que on va être sûr qu'avec cet argent, on va vous vendre une utilité. Une utilité. Ça veut dire qu'on est sûr que si vous avez besoin d'une voiture, on va vous acheter la voiture. On ne va pas vous donner l'argent et ensuite vous allez utiliser l'argent à votre guise. Non, il faut que ça produise une utilité réelle. Alors, la banque islamique, pour répondre, n'est pas seulement ça. La banque islamique, c'est une banque participative. Or, le Mourabaha, ce n'est pas une opération participative. Oui. Maintenant, il y a une ambiguïté au niveau de ce terme. En réalité, ce que nous allons introduire au Maroc, ce n'est pas des banques participatives, c'est des banques commerciales. Ah, c'est ça. Elles vont faire du commerce. Ils vont acheter et vendre. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus le financement participatif va être... Ça devient intéressant, le 39 minutes de débat. Oui. La participation, c'est le musharaka et le mudaraba.
Mudaraba. Or, le Musharaka al-Mudaraba, c'est la création de fonds d'investissement. Alors, juste Mehdi Mijbal et ensuite Youssef Berdadi, qui lui, je le rappelle, est président du directeur même le terme n'est pas exact. Si on commerce ou pas des produits financiers dits islamiques, en tout cas avec le colorant islamique, ou l'habillage plutôt. Je suis tout à fait d'accord avec Mehdi Mijbal, oui. Je suis tout à fait d'accord avec Siktiani. C'est-à-dire que ce qu'on aura demain, ce n'est ni plus ni moins que des banques commerciales et non participatives. Aujourd'hui, on a l'exemple d'Arsafa, qui est une filiale de Tijari Wafa Bank, qui fait déjà ce genre de produit, qui a été autorisé par Banque Maghreb à collecter même des dépôts. Pour le compte de Tijari Wafa Bank. Pour le compte de Tijari Wafa Bank. Pour le compte de Tijari Wafa Bank. On peut appeler banque aujourd'hui. D'Arsafa, pour moi, c'est une banque qui collecte des dépôts, qui distribue des crédits, on va dire, islamiques. Pour moi, l'appellation participative ne colle pas au contexte marocain. Aujourd'hui, on le sait très bien. Une banque participative, c'est une banque qui prend des participations dans des projets d'entreprise, soit au cours de la création, on l'appelle l'amorçage, soit en cours de développement, soit pour financer la transmission d'entreprise. Ce type de finance existe déjà au Maroc, via le capital risque, le capital investissement. Et on voit très bien que le potentiel du capital investissement au Maroc est très réduit, parce que, il faut parler au capital risqueur, il n'y a pas assez de projets innovateurs, il y a beaucoup de risques, ok ? Il y a des fonds d'investissement qui ont mobilisé beaucoup d'argent qui n'arrivent pas à l'investir, faute ou par manque de projets. Donc, l'avenir des banques participatives, tel que le projet de loi est défini, sur le volet financement d'entreprise, il va être très réduit. Par contre, là où il y a une grande demande, c'est dans le financement des particuliers. C'est dans le financement qu'on appelle dans le jargon affecté. Soit le financement immobilier, soit le financement automobile, soit le financement à la consommation pour les biens domestiques. D'ailleurs de biens immobiliers. Donc pour cet exemple-là, il y a le produit Mourabaha. Mourabaha, pour moi, c'est pas une opération de financement participatif. Je suis désolé, c'est pas de la finance participative. Pourquoi ? Je prends toujours l'exemple d'Arsafa. Et on a la chance d'avoir le président du directoire de Youssef Berdadi, qui voudra aussi, qui attend aussi pour s'exprimer. Arsafa vend aujourd'hui Mourabaha, qui est un produit qui a été autorisé depuis 2007. Ok. Et plusieurs banques l'ont fait. Certaines ont arrêté les dégâts. Donc le produit Tijari Wafa Bank a créé une filiale, du fait de la double taxation. Voilà. Oui. Attendez, juste dans les voitures. On ne va pas parler de l'immobilier parce qu'il y a le problème de la double taxation. Malgré le fait J'espère qu'on va en parler. Oui, dans le crédit automobile. Juste quand vous avez dans les voitures, il y avait double taxation. Si vous permettez, juste parce que c'est intéressant, en fait, il y a un historique, une historicité. Bien sûr. Donc, Mehdi Mijbal, lorsque vous dites depuis 2007, simplement, vous dites. Il faut prendre du recul. En fait, il y en a qui continuent, en l'occurrence à Tijari, il y en a qui ont arrêté pour arrêter les dégâts. Quel type de dégâts ? Qu'est-ce qu'il y a eu comme dégâts ? La Mourabaha, on va parler de la Mourabaha pour l'immobilier, pour les voitures, pas pour l'immobilier. Pour les voitures, c'est à un certain moment, Mourabaha pour le financement de l'automobile a eu un succès, surtout dans le salon automobile 2008, qui était le lancement d'un Mourabaha. Toutes les banques avaient fait des promotions sur ce produit, qui a très bien marché. Mais qu'est-ce qui se passe ? On a découvert que ce Mourabaha, cette Mourabaha, je ne sais pas s'il y a un nom féminin. Oh, c'est pas grave, on peut plus. Il n'y a pas de souci. La Mourabaha n'est pas vraiment un produit islamique. Pourquoi ? Parce que, oui, la banque achète la voiture et la revend au client. Donc c'est une opération, juridiquement, c'est une opération commerciale, d'achat et de vente avec une marge commerciale ou une marge bénéficiaire, totalement halal, dans les normes de la charia islamique. Si la banque prend possession de... Totalement halal. Il y a deux types de contrats. La banque achète le bien et le revend. Donc c'est une opération commerciale totalement halal, selon les règles de la charia islamique. Okay. Le problème qui se pose, c'est quand le client arrête de payer, ou lui arrive de ne pas payer 2 ou 3 traites de suite, et rentre dans ce qu'on appelle le contentieux, la banque lui applique des intérêts de retard. Ce qui n'est pas islamique. Ce qui n'est pas islamique. Donc, on est bien d'accord. 2, quand la banque revend la voiture au client, est-ce que dans la carte grise de l'acquéreur, est-ce qu'il possède la voiture ou pas ? Non, c'est toujours la banque qui possède la voiture, comme chez la banque classique ou la société de financement classique. Et la banque classique, c'est vente à crédit qui est mentionné sur la carte grise. Pour moi, la Mourabaha, c'est un maquillage du crédit automobile classique. Okay. C'est un maquillage, un simple maquillage du crédit automobile classique qu'on vend comme conforme à la charia, alors que c'est juste un crédit automobile très normal, très basique, avec les mêmes règles, les mêmes normes qui s'appliquent au crédit classique, au crédit traditionnel. Pour l'immobilier, pourquoi ça a été un dégât ? Parce qu'on a découvert que la double transaction, quand la banque achète un bien immobilier et le revend, la banque paye les frais de notaire, les droits d'enregistrement,
Et dans la deuxième transaction, le client paye les mêmes frais et la banque refacture les frais qu'elle a payés la première fois au client. Donc le client est doublement taxé sur un achat de biens immobiliers et bizarrement, le halal devient plus cher que le haram. Dans l'esprit des Marocains, dans l'esprit des Marocains qui s'attendaient à une explosion de ces produits conformes à la charia, dans l'esprit même de Banque al-Maghrib qui croyait que ces produits allaient relever le taux de bancarisation du pays, on s'est dit, cette finance halal est finalement trop chère, pas intéressante. Où elle a que de halal, parce qu'on interdit au sociétés de financement de communiquer sur le caractère halal ou conforme à la charia. Il y a une confusion générale dans l'esprit des consommateurs et même dans l'esprit des banques qui est juste... En tout cas, je ne sais pas s'il y a confusion dans l'esprit de Youssef Bardadi, président du directoire de DAL et Safa. Je crois qu'on a écouté beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui étaient dites et il y a beaucoup de choses donc, pour lesquelles... Donc j'ai des interventions. Oui, effectivement, en 2007, il y a eu le lancement des produits Murabaha et c'était le meilleur moyen pour tuer le bébé dans l'œuf. Exact. Parce qu'on a lancé un produit, on n'a rien mis à côté. Ces produits-là, le côté accompagnement, le côté fiscal, tout, on n'a rien fait. Il y avait une pression dans, je pense, le marché donc, monétaire dans le temps et donc, au niveau du Banque Maghreb. Et donc, ils ont autorisé, d'ailleurs, ce n'est pas dans une loi, mais par une circulaire. Donc, il y avait une pression, donc on a sorti ces produits. Ces produits-là... Mais ça va dire justement, parce que moi je suis un peu curieux, quand il y avait une pression, qui c'est qui a exercé cette pression? C'est en 2007. Pays du Golfe, il y a eu une pression des pays du Golfe. Je rappelle qu'en 2007, il y a eu 12 demande d'agrément de pays du Golfe qui était sur le bureau du Wali Maghreb. En tout cas, sur le terrain, effectivement, sur le terrain, donc il y a eu la création de ces produits-là, mais il n'y avait rien à côté qui accompagne justement la mise en place réelle de ces produits-là. Donc les institutions financières se sont mises sur ce produit, notamment au niveau de sa automobile, en 2008, effectivement, il y avait pas un rush important parce que je viens de ce domaine, donc j'étais dans je savais. Et donc, et c'est pour cela que tout le monde a arrêté parce qu'effectivement, la fiscalité n'a pas suivi pour bien commercialiser le produit parce qu'effectivement, il y a beaucoup de lacunes qui n'étaient pas là. Simplement, est-ce que la clientèle, est-ce que les Marocaines et les Marocains ont suivi? Oui, au début, il y a eu la forte demande. Mais quand on était confronté à c'est-à-dire à une application, c'est-à-dire on n'a pas les moyens de bien vendre le produit parce que il y a la taxation qui ne joue pas en faveur. Il y avait on va dire un déséquilibre entre les taxations et tout ce qui est on va dire fiscal qui est supporté par les produits Murabaha, etc. qui n'étaient pas dans le conventionnel et c'est tout à fait normal et naturel que c'est un produit. La taxation, il y a eu la cherté même du service lui-même. Moi je vais cette cherté, elle est due à la monopolisation, un système de monopole. Je voudrais que chacun ait aussi. Je reviens par la mission, c'est l'équilibre aussi en termes de temps de parole. Donc il y a ça. Je reviens effectivement, il y a la cherté, mais les produits. Je reviens par rapport aux impayés que vous avez cités. Effectivement, une banque islamique peut percevoir des intérêts de retard dans le cas où le client... Non, elle ne peut pas percevoir. Juste à Bardadi, ensuite elle reçoit des pénalités. Elle ne les reçoit pas, c'est la charité. Attends, j'arrive. Parce que c'est très important. Oui, j'arrive. Donc, elle perçoit des pénalités retard qu'elle reverse à des associations caritatives, c'est ça? C'est ça ce que vous voulez dire? Pour qu'on soit en cas de difficulté. Messieurs, si le client n'est pas un client, c'est-à-dire négligent. Voilà, c'est ça. Si le client n'est pas négligent, qu'il a vraiment des difficultés. Quand le client n'est pas négligent, non, mais la question est, est-ce qu'aujourd'hui... Attendez, messieurs, parce que... Attendez, non, c'est des pénalités. C'est des pénalités qui sont reversées à des associations caritatives et qui n'entrent pas dans le bilan. Dans le bilan c'est très important. Une société conventionnelle, et moi je sais combien elle perçoit de produits accessoires qui viennent justement des intérêts de retard et des pénalités de recouvrement. Mais l'essentiel pour moi, c'est que le client paie des intérêts. Moi, je m'en fiche complètement de ce que va faire la banque. Pour moi, le client paie des intérêts. Et donc, ça ne devient pas conforme à la chaîne. Non, ce sont des pénalités de retard qui sont autorisées par
vous n'êtes pas frais, moi non plus je suis pas frais, c'est qu'ils sont autorisés par les ulama. Donc c'est autorisé que c'est le client. Et donc négligent, la banque financière c'est une question peut lui appliquer des pénalités de retard que la banque ne doit pas en bénéficier, qui sont reversées à des sous le contrôle de parce que moi je veux bien dire c'est le comité supérieur de l'ULMA qui voit les comptes. On doit communiquer nos comptes au conseil de supérieur de l'ULMA pour vérifier que ces pénalités qui sont reçues, ces pénalités, c'est pas des intérêts, des pénalités qui sont reçues, donc sont bien versées à des... Le conseil de l'ULMA va être doté d'un conseil financier, conseil d'affaires. Oui. Bien sûr, tout à fait. Mais tout à fait. Donc après la financiarisation de l'économie, c'est la financiarisation des ULMA. C'est bien, ils doivent gagner en compétences. Moi, je suis pour. Alors, juste une question. C'est-à-dire si les banques participatives, quand elles viendront, font ce qu'ont fait les banques dans le Golfe, c'est-à-dire que de la murabaha, alors elles seront en complet déphasage avec la finance islamique. Là, je suis franc. C'est-à-dire que le but de la finance islamique, c'est pas de financer des appartements, mais c'est de financer des projets d'entrepreneurs qui vont gagner de l'argent et acheter leur appartement. Et là, il y a une grande différence. Pourquoi ? Parce que quand on achète une voiture, une Audi par exemple... financer par exemple des projets pour celles et ceux qui voulaient se... Il faut que plus de 50% de la banque participative aille dans l'entrepreneuriat. Le but, c'est que j'essaie de vous comprendre, parce que vous êtes vous un expert, je ne le suis pas. C'est-à-dire qu'une personne qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat, devenir auto-entrepreneur et être donc à la tête de sa propre entreprise, la finance islamique et la banque participative intervient, l'aide dans la création d'entreprise, lui donne des sous pour qu'il... C'est ça. C'est-à-dire qu'il est capital. Vous savez, je vais vous expliquer une confusion qui règne dans beaucoup d'esprits de personnes venant de background conventionnels. La finance islamique n'a pas réinventé la roue. Elle n'a pas réinventé les asset-based securities qui existent déjà dans les marchés des capitaux avec les soukouk, ça existe. Elle n'a pas réinventé le capital risque, ça existe. Mais le rôle de la finance islamique, c'est de remettre au centre du jeu des produits qui existent dans la finance classique, mais qui sont marginalisés. Et du fait de cette marginalisation, on a une crise aujourd'hui, par exemple, dans les marchés des capitaux, qui est mon domaine. Eh bien, vous avez 12 fois plus de dérivés que d'actifs réels. Là, on est dans une problématique majeure qui fait que l'économie mondiale est complètement vulnérable. Le fait qu'on ait une finance islamique va moraliser la finance classique. Elle va pas la moraliser, elle va la rendre plus éthique et plus stable. Une finance islamique basée sur des actifs réels et des transactions réelles et beaucoup de financement d'entrepreneuriat et moins de financement de la consommation, soyons pragmatiques. Quand un Marocain... c'est pas la spéculation, c'est pas de la finance. Non, c'est interdit la spéculation dans la finance islamique. Quand un consommateur marocain achète une Audi, d'accord, 90% de ce montant est perdu en devises, net. C'est-à-dire qu'il va à l'étranger. Alors que quand on finance un projet, eh bien, on fait travailler des gens, on fait louer des locaux, on fait tourner il faudra arbitrer entre acheter, vous avez dit une Audi, ou créer son entreprise. Alors, si les banques islamiques ont un arbitrage à faire, elles doivent, c'est-à-dire si à un montant donné, elles ont un arbitrage à faire, il faut que les banques participatives financent à plus de 50% des créations d'entreprises, des projets qui apportent une valeur ajoutée à l'économie réelle. Parce que entre nous, et c'est là où peut-être l'un des seuls points, je vais être d'accord avec mon collègue de tel quel, la valeur ajoutée, que j'invite d'ailleurs à discuter ailleurs, parce que les différences entre la murabaha et le crédit, elles sont à plus de 20. Il y a plus de 20 différences entre la murabaha et le crédit. Mais là où je suis d'accord avec vous, c'est que la valeur ajoutée de la murabaha à l'économie réelle, elle est minime. Certains experts de la finance islamique disent que la murabaha, c'est le niveau 0 du halal. C'est-à-dire on est à peine... Donc juste pour finir... Le projet de loi qu'on a sous les yeux... Un point sur la titrisation, qui est aussi dans le projet. On va y aller, la titrisation. Même si je vous dis, moi, c'est le saucissonnage de créances douteuses. Mais d'ailleurs, c'est ce qui nous attend. Mais ça va être l'objet aussi de notre débat ultérieurement. Mais simplement sur la loi que nous avons là, cette loi 103-12 relative aux établissements de crédit et d'organismes assimilés par rapport aux produits, puisqu'elles partent entre autres, et d'ailleurs pas énormément, mais simplement de la finance islamique et de la banque participative. Quels sont les produits en dehors de... Je vais vous donner les produits en une minute. Oui. La banque islamique, elle a deux types de fonctions. Non, mais qu'est-ce qu'on va voir nous ici ? Je vais vous dire dans la loi. D'abord, la loi, elle ne ferme aucune porte. Elle laisse la porte ouverte. La banque islamique, par expérience, elle a deux types de produits. Les produits participatifs et les produits de financement de la consommation. Ce qu'on appelle les produits basés sur la dette et les produits basés sur le financement, c'est-à-dire la participation. Dans les produits
participatif, on a quoi? On a le Mudaraba, c'est-à-dire on a un entrepreneur et une banque qui finance entièrement le projet. On a le Musharaka, c'est-à-dire on a plusieurs financiers de projet et la banque fait partie du consortium. Ça, ce sont les deux principaux produits de participation. D'ailleurs, il y a un financement, et là pour répondre à mon collègue de Mehdi, il y a un risque dans le financement d'immobilier si on adopte la Musharaka dégressive, c'est-à-dire qu'au lieu d'acheter un appartement et le revendre, la banque islamique peut par exemple acheter 90% de l'appartement, le client 10%, et chaque année le client acquiert 10 ou 5. Et là, le risque il est où? C'est que s'il arrive quelque chose à l'appartement, eh bien la banque elle supporte le risque qui touche l'appartement au prorata de sa participation. Et c'est là où on a du risque dans le financement participatif. Et ça c'est très très important. Je crois qu'il y a d'autres formes de risques qu'on évoquera d'ailleurs tout à l'heure. C'est la notion de risque aussi sur la même équation avec la religion et la morale religieuse. Il y a peut-être une autre signification. Brahim Setici, directeur de CGFI Consulting. Alors justement, donc si on s'appuie sur l'article 58 de la loi dont vous parlez, il y a 4 produits qui ressortent. Le premier, et c'est pas par hasard si on l'a mis en premier, c'est la murabaha. Alors c'est vrai, je suis tout à fait d'accord que la murabaha, comme vous l'avez bien dit, c'est niveau 0 quelque part du halal. Pourquoi? Parce que quelque part, on est dans un contexte, on essaie de trouver des solutions, effectivement, de financement. Et voilà, on achète, on revend avec une marge. Il faut savoir que d'après... On achète, on revend avec une marge, donc c'est une opération commerciale. Une opération commerciale, tout à fait. Donc pour un appartement, une voiture, etc. Le transfert de la propriété, il est immédiat. Ah oui, Murabaha, c'est pas participatif. Juste après la revente, il est transféré. Voilà, parce que c'est le premier produit qui est l'article 58, premier produit. Voilà. Et ce produit-là, on se dit que c'est un produit... Non, mais il répond à un besoin. Toxique, parce que c'est le... Non, pas toxique, non. Parce qu'un prêt classique, vous pouvez le titriser, le revendre, sortir hors bilan et refaire un prêt avec une murabaha, c'est pas possible. C'est du business. C'est adossé, oui, parce que c'est adossé à un actif réel. Mais en fait, si on prend des statistiques de la Banque islamique de développement, malheureusement, dans les pays du Golfe, etc., on a 70 à 80% des produits, c'est de la murabaha. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que... Aversion du risque. Exactement. C'est ce qui présente le moins de risques au niveau du Moyen-Orient. Est-ce que cette tendance de 70 à 80% de produits Murabaha, ça sera exactement dans la même proportion chez nous? Sauf si on est volontaire. Sauf si on est proactif. Au départ, il faut pas se leurrer. C'est là où il y a... Au départ, il faut pas se leurrer. C'est là où il y a de la demande parce que monsieur tout le monde veut effectivement acquérir des biens. Premièrement, et deuxièmement, acheter un logement, acheter un véhicule. Et c'est un produit qui est bien rodé, c'est un produit qui présente peu de risques quelque part. Et c'est un peu aussi où il y a peu de différence avec la banque traditionnelle et le produit conventionnel. Donc non, il y a des risques. C'est le besoin qui est similaire, c'est pas le produit. Exactement. Messieurs, simplement pour essayer de simplifier parce que c'est vachement compliqué pour moi en tout cas pour non, c'est simple. Murabaha, c'est quelque part il y a peu de différence entre le produit conventionnel c'est une vraie transaction commerciale et étant donné compte tenu et voilà juridique, mais non, je veux dire il y en a beaucoup, on peut le développer si vous voulez. Oui, mais malheureusement, parce que c'est simplifié. Je vais vous en donner, au lieu de vous en donner deux, fondamentalement, si moi je vous dis, Brahim, c'est ici que là, si en l'état actuel des choses, ce qui pourrait se dérouler dans un premier temps, peut-être pas forcément dans un second temps, c'est qu'il n'y ait pas de révolution particulière dans le paysage financier avec l'arrivée de la banque participative sur fond de finances islamiques. Est-ce que je suis dans le vrai ou pas? Moi, je dirais non, parce que... Il y a un chemin à faire, Première étape, c'est-à-dire, pour ceux qui se diraient, il y a plein de choses qui vont se passer. On peut être un hub financier. Moi, je pense qu'il faut pas se leurrer. Au départ, on aura surtout de la murabaha parce qu'il y a un besoin et effectivement, ce sera plus simple. Malheureusement, c'est comme ça et quand on voit les benchmarks internationaux, ça sera comme ça. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir également les autres produits. Donc, typiquement, la mudaraba, qui est un produit participatif, on en a parlé. Quand vous allez ouvrir un compte chez votre banque, soit vous allez ouvrir un compte et juste avoir un chéquier, une carte bancaire et donc rémunérer la banque juste pour ces petits services-là, soit vous vous dites, bon, j'ai de l'épargne, j'ai un peu d'argent de côté, je veux une rémunération. D'accord? Donc la banque doit trouver un moyen de vous rémunérer ce dépôt. Alors, elle ne va pas vous le rémunérer avec des intérêts, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc il y a plusieurs types de comptes. On va prendre le compte le plus simple. La banque a un pool d'investissement. Typiquement, elle va prendre des participations dans des sociétés. Elle va acheter des biens, elle va les louer. D'accord? Mais c'est ce qui se passe déjà. Oui, sauf que... Non, aujourd'hui c'est une rémunération fixe. Parce que dans le Mudaraba, vous pouvez gagner... Non mais prendre des participations, vous savez, il y a une... Non, le font déjà... Il y a certaines banques, si elles voudraient racheter tous les actifs, elles pourraient être propriétaires de pas mal de sociétés. Non mais juste pour aller... Il n'y a pas de changement majeur. Si, mais pour aller au bout du raisonnement, si, bien sûr que c'est un changement majeur, parce que votre compte, effectivement, c'est pas un taux d'intérêt fixe. Si la banque veut pouvoir vous payer des intérêts, il faut qu'elle l'investisse. Il faut qu'elle l'investisse
investisse dans l'économie réelle. Il faut qu'elle fasse des transactions, il faut qu'elle prenne des parts dans un capital, il faut qu'elle loue, il faut qu'elle commerce. Oui, le commerce, c'est qu'elle investisse. Donc votre argent, la sphère réelle, donc si virtuelle d'ailleurs, mais la sphère réelle aussi, ça commerce. Je donne, je vends, j'achète, je reprends, et je gagne des sous sur la vente aussi. Ça c'est bien, c'est parfait. Ça c'est l'économie réelle. Mais là aujourd'hui, une banque peut très bien prendre votre argent, d'accord, le prêter à d'autres personnes, d'accord. Il y a des intérêts qui sont générés, elle vous donne votre part d'intérêt. Il n'y a pas d'investissement direct dans l'économie réelle. Mais il y a intérêt. Il y a intérêt. Ça, c'est la banque conventionnelle. Oui. Dans effectivement la banque participative, là, par contre, l'argent va être investi dans l'économie réelle. Et ce que vous gagnez, c'est ce que va rapporter les investissements dans l'économie réelle. Et ça, c'est fondamental. Et bon, après... Et la plus-value de l'investissement dans l'économie réelle, c'est quelque part aussi des... Non, parce que dans l'économie réelle, l'investisseur peut l'argent qui a pris de la valeur, on a gagné de l'argent. Mais en faisant des transactions comme réelles. Voilà, non, mais imaginez, je vais vous donner un exemple. C'est vrai qu'il faut... Si l'investisseur perd, s'il fait un projet et qu'il perd, eh bien la banque va quand même toucher ses intérêts. En finance islamique, c'est pas possible. On perd tous les deux, on gagne tous les deux. On joue toujours gagnant. Non, on perd tous les deux ou on gagne tous les deux. Voilà, donc juste pour finir, malheureusement ce produit Moudaraba, qui peut être utilisé également par exemple dans la gestion de fonds, etc., n'est pas assez développé pour financer l'économie réelle, parce qu'effectivement, il y a toute une gestion de risque qui est assez compliquée. D'accord, et qui n'est pas assez fait. Donc ce produit, moi je pense Moudaraba, ça c'est par contre un produit très intéressant parce qu'il permet vraiment le financement de l'économie réelle. Et on ira sur l'économie réelle parce que je serais curieux de savoir aujourd'hui à quelle hauteur l'économie réelle est financée par nos banques traditionnelles. Et ça c'est un vrai débat de fond aussi sur lequel on va ouvrir. Mais juste je voulais ensuite au Marketani. Voilà, je serai pas long. Juste pour finir, c'est dommage que ce produit-là qui est le plus intéressant, le plus fondamental, soit vraiment mis à la fin et que c'est la Mourabaha qui soit au début. Bon. Et après, il n'y a pas de priorisation. C'est dommage, mais c'est juste un projet de loi. Après, on verra sur le marché. Omar Ketani, ensuite, juste pour que chacun puisse aussi. Je vous en prie. Professeur université Mohamed de Rabat. La problématique qui se pose à ce projet de loi, c'est quelle est sa finalité? À quoi qu'est-ce qu'il vise? Est-ce qu'il vise les consommateurs? Si je vous dis, Omar Ketani, il viserait une catégorie de population qui jusqu'alors ne voulait pas ou ne voudrait plus continuer à contracter, aller voir, en tout cas frapper à la porte des banques dites traditionnelles. Mais attention, il devrait viser la promotion du développement économique. Exact. C'est ça le problème. C'est ça. Or, il vise particulièrement le logement et les consommateurs. Il ne vise pas le financement du développement réel, c'est-à-dire le Moudaraba, le Musharaka. Pourquoi? Parce que le modèle des banques islamiques que nous allons introduire, il est né où? Dans les pays du Golfe. Or, les pays du Golfe, ils ont une caractéristique géographique particulière. C'est des pays qui n'ont pas de territoire, qui n'ont pas d'agriculture, qui n'ont pas véritablement d'industrie. Donc, il est normal que les banques qui sont nées dans cette atmosphère soient des banques commerciales. Or, nous, ce n'est pas cette version-là qu'il nous faut. Il nous faut la version des banques d'investissement. Cette version existe dans les pays du Golfe, mais à titre de quelques exemplaires. Il y a une banque d'investissement koweïtienne. Il y a une banque d'investissement dans les pays, les Émirats arabes unis. Mais ce n'est pas le dominant. Nous, ce qu'il nous faut, c'est on peut accepter le modèle des banques commerciales en disant il répond à une utilité. C'est vrai, si c'est ici. Il répond à des besoins. Mais il y a aussi d'autres besoins. Il y a le besoin des financements des petites et moyennes entreprises. Il y a le financement des besoins des grands projets sur le plan économique qui drainent. Et il y a le financement du besoin du financement de la microfinance. Donc il y a d'autres types de banques islamiques qui existent maintenant. Il existe une banque de microfinance islamique. Il existe une banque d'investissement islamique. Qu'est-ce qu'on prend? On prend que le modèle des banques commerciales. Et le problème, c'est que soit l'une des deux solutions, soit qu'on impose aux banques islamiques qui s'installent au Maroc, comme le dit Syed Talal, que 50% de leurs fonds actifs, soient utilisés dans des opérations d'investissement. Soit qu'on crée parallèlement des banques d'investissement. Et là, on pourrait répondre à la fois aux besoins des consommateurs
qui sont des besoins légitimes, et du logement, qui est un besoin légitime. Encore faut-il que ce logement puisse donner la priorité au logement social. Mais le logement économique, si c'est du logement simplement parce qu'il y a des bénéfices. Par rapport à ce que vous dites, si je vous dis, ouais, mais est-ce que si ces produits, ces banques dites participatives se transforment en banques d'investissement et au profit du développement économique, est-ce que là, elles ne vont pas se dénaturer? Là, au contraire, c'est ça le principe. Au contraire, ils vont retrouver la nature principale du financement islamique, si vous regardez, qui est le partage des risques. Si vous regardez la loi, on ne parle pas de dépôt, on parle de dépôt d'investissement. Vous l'avez dans l'article 55. C'est le seul type, enfin, c'est soit un dépôt MNA, soit c'est vraiment des dépôts d'investissement. Mehdi Bijbal, vous voulez rajouter un mot? Tout simplement, c'est que maintenant l'enjeu n'est plus un enjeu d'appellation, c'est un enjeu de nature. C'est-à-dire, est-ce que les banques qui vont s'installer au Maroc ne sont pas copie conforme des banques commerciales que nous avons déjà sur la les gens du Golfe, entre parenthèses, quand ils viennent au Maroc, ils nous disent attention, ne reproduisez pas notre expérience qui est basée sur le financement des éléments à endettement plutôt que la participation. Les experts de la finance islamique du Golfe nous disent ça. Et le Maroc peut être un benchmark mondial et un hub régional de la finance islamique s'il s'en donne les moyens. Mais je voulais aller sur un volet, une fenêtre qu'a ouvert Omar Kettani sur le fait que cette finance islamique, cette banque participative, de son rôle en tout cas et sa fonction dans le financement de l'économie nationale et sa place. Donc, est-ce que tout le débat, en fait, et le vrai débat n'est-il pas là aujourd'hui? Et de se dire aujourd'hui que je crois savoir que le financement de l'économie aujourd'hui par les banques, celles qui existent aujourd'hui, ne dépasse pas 20-25%. C'est pour ça que... Est-ce qu'il va y avoir un coup de fouet ou pas avec les banques participatives, ou alors il n'y aura pas de... on va rester dans la même tendance? Et ils n'ont aucune contrainte sur le plan juridique. S'il y a la volonté... Ce n'est que la volonté interne des banques qui peut jouer dans ce sens. Mais il n'y a pas sur le plan juridique, et d'ailleurs, le problème qui se pose, c'est qu'on ne veut pas introduire des banques des pays du Golfe. Il y a des contraintes telles que ça découragerait beaucoup de financement. Donc celle qu'a soulevé Mehdi Bijbal tout à l'heure, le 51% 49 dans le capital. Il y a 3 scénarios possibles. Le scénario, le premier, le moins bon, c'est celui que nous sommes en train de développer, qui est un scénario de banque nationale, de filiales de banques conventionnelles qui vont devenir islamiques. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'une banque conventionnelle peut produire un produit islamique? En clair, le premier, il y a l'expérience. Oui, si vous permettez, ce n'est pas une expérience islamique, parce que Dar Safa aussi, lorsqu'on faisait la critique de Dar Safa, il disait, moi je ne prétends pas être islamique, je suis une banque de financement participatif. Donc, ils sont en cours de... si vous permettez juste... Le deuxième modèle, c'est l'ouverture vers les pays du Golfe et vers les banques des pays du Golfe. Ça va être une injection de capitaux énormes dans l'économie marocaine. Donc, bien sûr, avec plus de concurrence pour les banques conventionnelles, il est vrai. Donc, il y a cette peur que ces capitaux arabes viennent prendre le marché des capitaux des banques conventionnelles et de la clientèle des banques conventionnelles, automatiquement, parce que le Marocain va s'orienter un petit peu vers ce qu'il considère être le halal. Le troisième scénario, qui est le meilleur, et qui malheureusement n'est pas dans l'esprit des responsables au Maroc, c'est le fait de faire de Casablanca une place financière internationale islamique. Exactement. On a tous les ingrédients pour cela. On a des relations privilégiées avec les pays du Golfe. On a une position privilégiée à l'échelle de l'Afrique et de l'Afrique du Nord, parce qu'on est les mieux placés par rapport aux Algériens, aux Tunisiens, aux Libyens, etc., pour récupérer une partie des capitaux. Il y a 450 milliards qui sont emmagasinés de dollars dans les pays du Golfe. Et l'Angleterre est en train de lorgner vers ces capitaux et en train de faire la belle auprès des pays du Golfe pour attirer et de faire une place centrale. Au Maghreb, il n'y a pas de place financière islamique. Il y a un vide sur le plan géostratégique. On a une position entre 3 continents qui est formidable. On a des experts en finance islamique qui travaillent actuellement en Europe.
On a une tradition bancaire avec des cadres bancaires qui sont qualifiés, qui peuvent se recycler. Ça veut dire, remarquez, dans la finance islamique. La future place financière de Casablanca, il n'aura rien d'islamique. Pour le moment, rien ne Alors que je crois savoir permet qu'un des objectifs, c'est d'attirer les capitaux aussi en provenance des pays du Golfe. Il faut un peu plus de volonté. Et on a surtout un marché africain qui a besoin de beaucoup de capitaux, et on est les meilleurs connaisseurs en matière de marché africain. Donc on peut jouer le rôle d'intermédiaire entre l'argent du Golfe, l'expérience marocaine et la position marocaine, et le marché porteur dans l'avenir, le proche avenir, qui est le marché africain. Encore faut-il être animé effectivement par la volonté d'assurer et de garantir le développement économique des différents pays, y compris d'Afrique. Parce que c'est peut-être ça aussi le cœur. Mehdi Mijbal, sur tout ce qui a été dit. Sur tout ce qui a été dit. Non, ce qui a été dit dans le sens. Ce qui est intéressant. Moi, je veux revenir. Juste parce que lorsqu'Omar Kettani nous dit, voilà, grosso modo, il y a 3 scénarios. D'ailleurs, chacun, bien sûr, pourra réagir là-dessus. Le moins bon, parce qu'il a qualifié de moins bon, ce serait que les banques traditionnelles que nous avons aujourd'hui, en fait, ouvrent quelque part des espèces de filiales. Bien sûr. Voilà, en proposant des gammes de produits. C'est le scénario le plus probable. D'ailleurs, on sent. Quand on lit le projet de loi, on sent qu'il y a eu du lobbying du secteur bancaire actuel. Il y a quoi? Il y a un doigt, 2 doigts, 3 doigts, 4 doigts du GPBM. Bien sûr. Il y a une main. Bien sûr. Déjà dans la nomination participative, on voit très bien la touche du GPBM là-dessus. Dans les restrictions qu'on a mis à l'exercice, soit dans la construction de leur capital ou dans leur communication, qui va être contrôlée par le Conseil des oulémas. C'est une première au Maroc. Là, je vous parle vraiment d'un projet de loi protectionniste. Banque du Maghreb a pondu un projet de loi protectionniste qui établit des règles qui n'existent dans aucun autre business au Maroc. On n'a jamais vu au Maroc cette règle qui impose que pour ouvrir une banque ou un business, il faut que 51% du capital soit détenu par des Marocains. Ça a peut-être existé lors de la marocanisation, mais depuis, on n'a jamais vu ça. Pour les assurances, si je veux demain avoir un agrément et monter une assurance, est-ce que dans le capital, il n'y a pas cette contrainte de 51-49 ? Il y a AXA qui est une compagnie française. C'est pas une compagnie marocaine, AXA. Il y avait un actionnariat marocain. Je peux citer des noms. La BMCI, la Société Générale, le Crédit du Maroc, c'est des banques détenues majoritairement par des banques étrangères. Pourquoi on autorise ça pour des banques classiques et on l'interdit pour des banques participatives? Pourquoi? Je me demande juste pourquoi. Pourquoi on prive ces futures banques islamiques, ou même les banques traditionnelles qui vont ouvrir des filiales comme Dar Safa par exemple, pourquoi on les prive de leur principal argument de vente, qui est des produits conformes à la charia? Comment ces gens vont communiquer aux Marocains? Comment ils vont vendre leurs produits si on leur interdit de les appeler halal, islamique ou conforme à la charia? Donc ça va être des produits comme les autres. On ne peut pas dire que c'est halal, on ne peut pas dire que c'est conforme à la charia. Ça va créer une confusion générale. Avec le cachet. Là, je veux revenir sur une chose. Le projet de loi dit conforme à l'avis. Chacun juste pour que on croit peut-être que ce projet de loi, que la suite, quand il va être adopté au Parlement, il y aura une pluie de banquiers du Golfe qui vont venir s'installer au Maroc. Je crois que non. Ce projet de loi est destiné aux banques classiques qui sont installées aujourd'hui, qui vont ouvrir toutes des fenêtres islamiques, ce qu'on appelle des Islamic Windows. Tijari Wafa Bank a déjà anticipé ces tendances en ouvrant une filiale propre d'Ar Safa et en veillant à ce que son capital de création, qui est de 50 millions de dirhams, soit est provenu d'activités halal. Les 50 millions de dirhams, le capital de départ de Dar Safa, il est venu de Sonacide, des dividendes versés par Sonacide à Tijari Wafa Bank, n'est-ce pas, même si et de Tijari Finance Corp, qui est la banque d'affaires de Tijari Wafa Bank. Donc c'est un capital, on va dire, apuré, qui ne provient pas d'activités, l'alcool ou des activités dites haram. Apuré, alors que la Sonacide a pas forcément une activité. Sonacide, elle fait du fer, c'est de l'industrie. C'est pour ça. Tijari Finance Corp, c'est de la banque d'affaires, elle fait du conseil, des introductions en bourse, de l'ingénierie financière. Donc on peut se diriger vers ce modèle et voir toutes les banques créer des filiales. Ou simplement comme BMCE Bank qui va juste créer un département qui est déjà créé, je crois qu'il est mis en place, avec ses cadres, etc., qui va s'occuper de cette activité ou cette branche d'activité de banque participative. Troisième chose. Les banques participatives, leur objet doit être le développement économique du pays. Si elles sont destinées au financement d'entreprises.
si et seulement elles sont destinées au financement d'entreprises. Aujourd'hui, on le sait très bien, les banques participatives ou les fenêtres islamiques des banques classiques ou Dar Safa vont s'adresser à 95%, peut-être même plus, aux consommateurs en consommant l'achat de logements ou l'achat de voitures ou l'achat de biens domestiques. Dar Safa, on a l'expérience, il peut nous présenter ces chiffres, son encours et sa répartition selon les types de clientèle. Il n'y a que les particuliers qui vont acheter ce genre de produits. Les entreprises, ça ne va pas marcher. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà des banques d'investissement qui exercent au Maroc. On a déjà un modèle de capital risque qui marche plus ou moins avec des actifs. Embryonnaire. Avec 10 milliards de dirhams d'actifs, c'est rien par rapport aux encours de crédit accordés par les banques classiques. Et on sait très bien aujourd'hui, si on voulait développer l'activité capital risque, on n'avait pas besoin de ramener les banques participatives. On pouvait juste donner un coup de fouet à la réglementation qui régit le capital risque, en ouvrant la voie aux OPCR pour s'introduire en bourse, pour lever de l'argent. Il y a plein de choses à faire dans la banque d'investissement. Donc c'est pas la banque participative. Sans avoir recours à la banque participative et à la finance islamique. Donc on peut pas nous dire qu'on va ramener des banques participatives pour développer le capital risque, alors qu'on a déjà une industrie de capital risque qui peine à se développer parce qu'il y a des problèmes structurels de l'économie marocaine qui empêchent les banques aujourd'hui à prendre des risques sur des petits projets ou sur l'amorçage de projets et de création d'entreprises. Juste, Youssef Bardali, président du directoire d'Al Safa. Lorsque Mehdi Mijbal nous dit, voilà, il y a effectivement d'Al Safa qui a été créé avec un capital, en tout cas de 50 millions de dirhams. 50 millions de dirhams, et là, ça a été créé il y a combien d'années ? Elle est créée en 2010. Elle a été créée en 2010. Justement, on prépare, puisque donc le projet de loi, ça fait longtemps qu'il est. C'est un délit d'initié, ça. Non, le projet de loi. Le projet de loi. Non, pas du tout. Le projet de loi était déjà publié. Enfin, ça fait depuis 2008 ou 2009 que ce projet-là est en train de tout le monde discuter. Et justement, c'est pas un délit d'initié, c'est seulement une anticipation du groupe pour être donc dans ce marché. C'est une césarienne. Donc, il est né avec une opération de césarienne. Donc, on peut imaginer pourquoi 1 an et demi, il a fallu 1 an et demi de discussion pour une loi bancaire. Pour le projet de loi, mais en tout cas, ça c'est bon. Moi, je pense que. Non, allez-y, Youssef Bardali. Peut-être pour faire le point, peut-être le bilan aussi au niveau de Dar Safa. Est-ce que je pense que Dar Safa, comme ce qui a été dit aujourd'hui, le produit phare effectivement c'est Mouabaha, mais parce qu'il n'y a pas aujourd'hui de loi bancaire qui autorise, on va dire, d'autres produits d'investissement. Mais l'expérience est, donc je peux vous le rassurer, qu'il y a des clients qui sont aujourd'hui, qui ne sont pas dans le capital risque, qui ne vont pas consommer les produits actuels, même s'ils sont, entre guillemets, autorisés par la charia, mais qui ne vont pas vers ces produits. Ils attendent qu'il y ait vraiment une banque qui est déclarée, pour qu'ils puissent s'adresser à ces banques. Et là, donc effectivement, je reçois des clients qui ont ces besoins-là d'investir, mais bon, puisque la loi n'est pas encore là. Donc, Youssef Bardali, quand vous dites investir dans quoi ? Investir, enfin, comme ce qui a été dit. La création d'entreprise, investir dans le secteur voilà, c'est ça, exactement, création d'entreprise, un gros projet immobilier et tout. Enfin, c'est-à-dire, il y a énormément de besoins qu'il y a sur le par rapport à une clientèle qui ne veut pas s'adresser à... Et justement, moi, par rapport à, on va dire, pourquoi on a fait ça et on n'a pas fait ça, pourquoi 51%, etc. Moi, je pense que, bon, d'abord, il faut que les gens de Bourg-en-Bresse soient là pour vraiment dire pourquoi. C'est-à-dire la première des choses. La deuxième des choses, c'est que nous qui serons dans le marché, c'est à nous, c'est à charge à nous justement de faire évoluer cette loi, de faire évoluer les produits. Et donc n'oubliez pas, comme j'ai dit tout à l'heure, en 2007, quand il y avait circulaire, il y avait seulement une circulaire. En 2013, il y a une loi bancaire. On va commencer à travailler, puis on va voir la demande du marché, on va voir seulement justement le marché comment il va réagir. Pour aller plus loin dans la loi bancaire. Est-ce qu'on peut considérer que dans les prochains mois, avec nous, en tout cas cette loi, il y aura plus de financement disponible pour le financement de projets, pour le financement de l'économie nationale. Je rappelle aujourd'hui que le financement de l'économie nationale par les banques dites traditionnelles est relativement faible, voire trop faible aux yeux des opérateurs économiques. Où la banque serait de plus en plus réticente à financer certains projets. Est-ce que ça peut donner un coup de fouet ou pas ?
Moi, je pense qu'il y a un modèle. Surtout la PME d'ailleurs. Il y a un modèle qui vient là pour répondre à un besoin d'une certaine niche de population, mais c'est sûr qu'il y aurait un plus. Bon, de combien, c'est là où il faut vraiment voir de combien. Et justement, ça, c'est notre intelligence, c'est notre ingénierie qui va faire que ces clients-là peuvent donc justement faire confiance à ces banques-là. Et ils vont faire, c'est-à-dire là, ils vont faire cette confiance, c'est seulement en respectant tout ce qui sera dicté par le Conseil des Comment vous allez communiquer sur ces produits? Je voulais parler un peu de la communication. Est-ce qu'il y aura une communication spécifique pour ces produits dérivés de la finance islamique ou pas du tout? Il y a plusieurs manières de communiquer. Effectivement, ce sera de ne pas dire halal, etc. Mais il y a d'autres phrases que nous utilisons déjà. Pas de halal sur la mais oui, mais bien sûr. Écoutez, maintenant, voilà l'exemple. Des produits qui sont conformes à vos convictions. Et donc, et tout le monde, excusez-moi, tout le monde, quand il y aura cette loi qui est là, tout le monde saura de quoi on va parler. Donc on va pas. Tout le monde saura que ce sont des produits qui sont conformes à la charia. On était au Maroc et que 92, 93 ou 94% de la population est de confession musulmane. Il reste aussi une catégorie de population qui n'est pas forcément de confession musulmane, qui pourrait investir, et qui a des sous, qui aime le Maroc, et qui est patriote et qui tout ce que vous voulez, beaucoup plus que certains qui se le déclarent d'ailleurs. Et donc là, du coup, est-ce que ces produits-là sont, est-ce qu'il y a une communication et des produits qui sont adaptés à cette catégorie de population? C'est pas exclusif. C'est pas exclusif du tout. C'est l'intérêt. Il y a un intérêt économique. Et moi, je sais ce que je dis. Le premier client de Murabaha à Wafa Salaf n'était pas un musulman. Donc, pourquoi je dis ça, comme il était moins cher que le crédit. Il n'était pas musulman. Non, enfin, il y avait aussi le crédit. Comme la communication, ça va être gratuite, qui était déjà important. Je rebondis lorsque vous avez dit, en fait, sur une communication sur la base des convictions peut-être religieuse aussi, vous avez joué un peu sur la fibre religieuse des individus et des personnes, donc je me dis que du coup, est-ce que ça risque pas d'exclure ou de stigmatiser une catégorie de population? Non, à la limite. Non. En Malaisie, la majorité des clients des banques islamiques ne sont pas musulmans. D'accord. Alors moi, je voulais juste une parenthèse, si vous pouvez me donner 2 minutes. En fait, on a trop parlé au niveau micro, c'est-à-dire au niveau des banques et des transactions, on n'a pas parlé du niveau macro. La finance islamique, comme je l'ai dit, elle vient dans un contexte. Aujourd'hui, on a une finance mondiale qui crée de l'inégalité. Le système basé sur l'intérêt ou l'usure, il a donné les résultats qu'il a donnés. D'accord. Aujourd'hui, on a une finance mondiale qui est basée sur beaucoup plus les dérivés qui représentent 12 fois les transactions en actifs réels. Aujourd'hui, on a une chose qui s'appelle la finance islamique qui est là pas seulement pour intervenir au niveau bancaire, mais aussi au niveau financier. Les gens qui travaillent dans la bourse, etc., ça peut les intéresser. C'est-à-dire qu'on a une finance qui fait en sorte que l'économie réelle qu'elle cesse ce divorce entre l'économie réelle et la sphère financière qui est justement du fait du crédit. Parce que qui se voudrait réduire la fracture financière? La fracture financière, si vous voulez, on peut l'appeler comme on veut, mais le fait que la finance conventionnelle soit devenue un secteur qui, à lui tout seul, vole dans ses propres ailes. Aujourd'hui, vous avez un exemple. Les bourses mondiales sont à leur plus haut niveau. Aujourd'hui, l'économie mondiale est à peine en train de se réveiller. C'est-à-dire que les bourses mondiales ont déjà actualisé et consommé les revenus de 5 ans. Donc on a une bourse qui est complètement dans un état de folie, d'euphorie, alors que l'économie n'a pas encore démarré. La finance islamique, l'un des 5 piliers de la finance islamique, c'est la tangibilité, le réalisme. C'est-à-dire que un produit financier, on peut pas faire des options, des calls, des puts, des dérivés de dérivés. En préparant l'émission, je l'ai dit une fois de plus. Je le redis une fois de plus, je ne suis pas expert, je n'ai pas vu une seule économie dans le monde. Mais c'est l'un des apports de la finance islamique. Un seul pays dans le monde qui a eu recours à la finance islamique et qui a connu un boom économique. Historiquement, oui. Non, mais là, actuellement, la Malaisie, par exemple. Oui, la Malaisie, mais c'est un modèle un peu particulier. Vous l'avez sur le modèle malaisien? La Malaisie, oui. Moi, j'ai visité la Malaisie il y a quelques semaines. J'en suis revenu. J'ai rencontré des opérateurs de la bourse, de la Securities Commission, et je vous assure qu'ils font tout. C'est-à-dire que ils font tout pour que. Vous pouvez créer une société en combien de temps en Malaisie? En Malaisie, alors là moi je n'ai pas
pas exploré ce domaine-là. J'ai parlé au niveau de la bourse, au niveau des produits, au niveau du marché des capitaux. Parce qu'il y a le marché commercial, banque commerciale, et il y a aussi les banques d'affaires et d'investissement qui interviennent dans le marché des capitaux. Et la sphère boursière. D'accord ? Quand on a une bourse qui est complètement à l'ouest par rapport à l'économie réelle, qui n'est plus là pour financer l'économie réelle, mais pour se financer elle-même, avec à peu près 40% du PIB dans certains pays, eh bien, on a un problème. C'est-à-dire que on n'a plus une économie, comme l'a dit Stiglitz, qui est financée par la finance, mais on a une finance qui est financée par l'économie. Nous, on a pris le chemin de toute façon de la financiarisation de l'économie. D'ailleurs, mais je crois que le projet de Casa City Center, de Finance City Center, s'inscrit aussi dans cette. La financiarisation est bonne, les dérives ne sont pas bonnes. Oui, mais ça c'est. Ouais, mais on a pris ce chemin-là. Donc moi, je me dis simplement par rapport à la situation, notre situation économique aujourd'hui, où la finance c'est à peu près 20% du financement de l'économie nationale. Est-ce qu'on peut s'attendre à beaucoup plus et à mieux dans les prochains mois, voire les prochaines années, avec le recours, il y a eu le recours à la finance islamique? Oui, probablement. C'est-à-dire que tant que la finance islamique, on n'est pas sûr. Si on est conforme, c'est-à-dire si on est conforme au principe de la charia, à l'essence de la finance islamique, eh bien, on ne va pas s'amuser à développer des dérivés seconds, des dérivés à 3 niveaux, comme ce qui a été fait aux États-Unis, qui a conduit à la crise d'aujourd'hui. C'est-à-dire que on titrise le titre, on le coupe, on le saucissonne, comme vous avez dit, de créances. En finance islamique, on ne peut pas vendre de créances. C'est qu'on ait pris le chemin aussi de la titrisation, donc on reproduit ce qui a été fait. La titrisation en soi, c'est un mécanisme. Qu'est-ce qu'on titrise? Un actif ou une créance? C'est ça la question. La titrisation, c'est comme une voiture. On peut l'utiliser pour... Brem, c'est ici au Mactani, parce que l'horloge tourne. Non, simplement, quid de la valeur, la plus-value, pour essayer dans les termes financiers, de la finance islamique dans le financement de l'économie nationale. La principale plus-value de la finance islamique, c'est la stabilité. En théorie, il y a toujours, tout est beau. Tu sais, vous savez, moi, quand je peux écrire des choses que je pense pas forcément et que je m'applique pas forcément au quotidien. Ouais. Donc ça, c'est la partie théorique. C'est toujours plus beau que la partie pratique. Je vais vous donner un chiffre pratique. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, on a le par-rapport de l'entrepreneuriat qui sont le TPE et surtout les PME dans le financement qui se plaignent de ne pas avoir recours au financement. Est-ce que le levier finance islamique, banque participative peut demain permettre effectivement à des chefs d'entreprise, de créer leur entreprise, ou de trouver des financements, ne serait-ce que pour financer leur investissement? Comme je vous l'ai dit au début, le principal rôle de la finance islamique n'est pas de réinventer la roue. Vous allez avoir des gens qui vont vous dire « Ah, mais ça existe déjà dans la finance classique ». C'est pas le souci. Le souci, c'est qu'est-ce qui est au centre du jeu dans la finance classique? C'est l'intérêt et les dérivés. Dans la finance classique, ce qui est au centre du jeu, c'est l'actif et les transactions réelles. C'est tout. Et là, avec la finance islamique, on va faire recoller la finance et l'économie, et normalement c'est un levier très important, et c'est aussi pour la stabilité, c'est-à-dire à moyen terme et à long terme du Maroc, parce que ce qui est pas bon pour un pays, c'est l'instabilité. La grosse com, parce que j'ai même peur que dans certains esprits ce soit résumé et réduit à ce qu'il existe déjà, et que ce soit fait en fait que pour attirer simplement des capitaux qui ne soient pas forcément destinés au financement de l'économie réelle. Quand on dit maquillage, bon, ça c'est quelque chose qui est dépassé, je pense. Brahim, c'est ici. Déjà, juste pour revenir sur la partie marché, c'est vrai que c'est très intéressant. Imaginez que une société émette un produit de dette pour financer une usine, d'accord? Émettre un produit de dette, c'est quoi un produit de dette? Par exemple, une obligation, un billet de trésorerie, etc. Sur la bourse. Effectivement, cet argent, elle peut l'utiliser aux fins qu'elle a annoncé, ou alors elle peut l'utiliser pour peut-être rembourser un autre emprunt qu'elle avait fait avant, etc. Lorsqu'on donne de l'argent à cette société... c'est ici, on va prendre un cas concret. Voilà. Qui s'est produit il n'y a pas très longtemps et qui a ses incidences et ses effets. On a un opérateur, les géants en matière d'acier plat chez nous, qui s'appelle Maghreb Steel, qui a rencontré des difficultés. On est obligé de mettre en place des barrières. On a dû utiliser la défense commerciale. Est-ce que si on avait des banques... C'est un peu plus compliqué parce que, bon, ils ont une depuis, je crois, 2000... Non. C'est dans le sens où ils ont dit à l'État, voilà, moi si vous m'aidez pas, vous État, et s'il n'y a pas une consortium bancaire qui vient me soutenir, ou alors si vous mettez pas des barrières pour freiner l'acier en provenance d'Europe, d'Espagne et de France, moi j'ai 2500 personnes que j'emploie, que je fais vivre, et donc voilà, est-ce que dans ce schéma-là, on a opté pour la défense commerciale, donc pour le protectionnisme. Est-ce que s'il y avait des banques islamiques et le recours à la banque participative ou à la finance islamique, est-ce que la finance islamique aurait pu apporter une réponse? Moi, je pense que c'est un cas à part, ça. Effectivement, il y a... En un sens, oui. C'est-à-dire, si vous considérez que les charges d'intérêt pèsent de plus en plus sur une entreprise, quand on a un financement participatif, il n'y a pas de charge d'intérêt. L'entreprise, c'est soit on gagne tous les deux, soit on perd tous les deux. L'entreprise, où elle gagne de l'argent, ou quand elle en perd tous les jours. Voilà. Donc, il y avait une situation où... Mais quand elle en perd avec de l'intérêt à payer, c'est pire. Oui, mais pire. Non, mais simplement, l'État, le pire, c'est 2500... Moi, ça me fait pas marrer, parce qu'il y avait 2500 personnes qui avaient du mal à se faire payer à la fin du mois, et que l'État avait du mal à trouver des solutions. Non, mais je sais pas si
cet exemple, c'est le plus pertinent pour souligner la différence. Pour moi, l'exemple que je voulais donner, c'est que ce qui est bien, par exemple, lorsqu'on parle de sukuk, c'est que c'est adossé à une vraie activité. Et que quand vous investissez dans un sukuk, les revenus que vous avez, ils dépendent de ce dans quoi vous investissez. Si vous prêtez de l'argent à une société qui va construire une usine et qui a un business plan, cet argent qu'elle va gagner, effectivement, elle va le partager avec vous parce que vous avez une part quelque part, peut-être de cette usine. Tout dépend comment le sukuk est structuré. Si vous lui prêtez à travers une obligation, en fait, tout ce qui vous intéresse, c'est l'intérêt qu'elle va vous donner complètement de manière indépendante. C'est ici. Oui. On va prendre un autre exemple. Il y a l'usine Renault qui s'était installée à Tanger. Oui. Est-ce qu'on pourrait avoir un autre grand opérateur immobilier dans le secteur de l'automobile qui pourrait venir et qui pourrait s'installer au Maroc sur la base de la finance islamique et parce qu'on aurait de la banque participative avec cette nouvelle loi? Pourquoi pas? Oui, c'est un outil. C'est un outil. Pour savoir quel type d'investisseur Oui. On peut considérer que maintenant l'avenir justement c'est le partage des risques. Maintenant, le problème de l'investissement, c'est le risque. Or, le système de la finance islamique, justement, il n'annule pas le risque, il le partage. Et donc, il y a, pour mener une politique de développement, en réalité, il y a plusieurs garde-fous. Parmi ces garde-fous, c'est justement le partage des risques. Parmi ces garde-fous, c'est les assurances. Les banques islamiques ne vont pas fonctionner sans qu'ils aient à côté un système d'assurance, Takaful, qui est lui-même mutualisé, qui est lui-même, il partage le risque. Ça veut dire et donc c'est un système de double garantie. Ça veut dire qu'au Marc Etani, on va citer à quoi? Des assurances aussi, parce que c'est comme un peu les banques aussi, de la place, et qui vont ouvrir aussi des filiales d'assurance islamique pour assurer les banques islamiques. On ne peut pas concevoir des banques islamiques sans qu'il y ait un système d'assurance islamique. Je veux dire, les banques islamiques auront leur propre assurance islamique. La loi est en cours d'étude. Je ne vais pas faire de la pub à personne, mais je vais avoir un peu de mal dans l'exemple que je veux prendre. Atijari Wafa Bank, qui aurait sa filiale Safa en matière de finance islamique, va prendre une assurance islamique auprès de Senia Saada, par exemple, qui va ouvrir une filiale d'assurance islamique. C'est ça en fait, en clair. Si vous voulez, si l'opérateur est national. Mais voilà, on a fait le tour. Bon, je ne veux pas faire de pub en tout cas. J'allais conclure avec ça. Mais on va encore parce que je crois qu'on va essayer de prendre un peu de temps. La titrisation, l'assurance et la banque islamique vont de pair. Alors, allez-y, Omar. Vous avez d'abord les sukuk. Les sukuk, ils peuvent financer un projet et en le finançant, ça permet d'abord de récupérer la plus petite épargne et donc de mutualiser un peu les bénéfices qui vont être engendrés. Il y a le financement de la banque. La banque n'est pas le seul financier. Elle peut participer avec des financements de sukuk et elle peut en même temps avoir des assurances. Et ce qui pose le problème du financement actuellement au Maroc, c'est d'abord le risque. Or, dans le système financier islamique, il n'y a pas disparition du risque, il y a mutualisation des risques. Deuxième élément, ce qui manque au Maroc, c'est le financement des petites entreprises. Or, le financement des petites entreprises peut être par la constitution de fonds d'investissement. Sur la base des sukuk, par exemple, un fonds d'investissement qui soit destiné, spécialisé dans un domaine de financement. Donc il y a la spécialisation aussi. Les banques islamiques, au départ, peuvent être générales, mais après, les meilleures banques islamiques vont se spécialiser dans le financement du secteur. Et donc, ils vont avoir la qualification pour cela. Ils vont minimiser le risque. Comme le capital risque. Donc, il y a aussi le fait, une des caractéristiques des banques islamiques, c'est qu'ils ont un caractère local. Qu'est-ce qui se passe au Maroc? Au Maroc, le grand problème qui se passe, c'est qu'il y a une immigration annuelle de plusieurs centaines de milliers de personnes vers les villes. On est en train de noyer tous les efforts qui sont faits pour développer les villes sont en train d'être récupérés par cette immigration sauvage. De gens qui ont besoin de tout, d'éducation, de logement, etc. De la base, et qui émigrent vers les villes. Parce qu'on n'a rien fait pour désenclaver le monde rural. Parce qu'on n'a rien fait pour les intégrer. Donc ça, c'est le prix à payer. La finance islamique peut jouer un rôle dans le retour de la finance
vers les campagnes, le retour vers les villages. Et ce retour ne peut se faire que par la finance islamique, c'est-à-dire des banques locales qui peuvent récupérer une partie de l'épargne locale, qui peuvent le réinvestir localement. C'est-à-dire que la finance islamique pourrait être plus efficace au marketing que le microcrédit, parce que c'était ça qui avait été utilisé. Elle peut jouer le rôle de microcrédit. Parce que le microcrédit a joué un rôle aussi dans ce sens, et on voit qu'il y a toujours eu une forte pression de l'exode rural. Vous savez que la première banque dans le monde islamique a été une banque de microcrédit. C'est celle de Malaisie, Banque Al-Hajj. Parce que c'est un microfinancement. Parce que la banque de microfinance, la microfinance peut être une microfinance d'épargne ou une microfinance de financement. Or, ces deux volets peuvent jouer à l'échelle de la campagne, parce qu'à la campagne, dans les petits villages, on peut récupérer de la microfinance et on peut la réinvestir. C'est intéressant d'avoir pris le cas de la Malaisie, justement, pour vous dire aussi qu'en Malaisie, on crée une entreprise en moins de temps qu'au Maroc. Donc, oui, mais ça c'est bien, mais ça c'est légal, ça n'a rien à voir avec la finance. C'est qu'on a aussi une administration qui est au service du développement économique, et qu'on peut créer une société assez rapidement. Ce que je voulais souligner, c'est qu'il ne faut pas enlever le principe de solidarité et d'aspect local à la finance islamique, sinon on la dénature. Ça, solidarité. L'aspect solidaire, c'est-à-dire l'aspect que la finance islamique est basée sur 4 piliers, la zakat, le waqf, la microfinance islamique et les instituts de financement islamique, les banques islamiques qui ne sont qu'un aspect de l'économie islamique. Alors, pour revenir simplement sur le cas malaisien. Oui. La Malaisie était à peu près dans la même situation que le Maroc dans les années 80. Les exportations malaisiennes étaient au niveau des exportations marocaines. Actuellement, ils ont 8 fois plus d'exportations que le Maroc. Ils ont un PIB de 370 milliards de dollars alors qu'on a un PIB de 100 milliards de dollars. Presque 4 fois plus. La finance islamique, elle est en train d'arriver à 20% de la finance générale, 24% en Malaisie. Elle est en train de croître beaucoup plus vite que la finance conventionnelle. Mais c'est la preuve, c'est qu'elle fonctionne et socialement, et économiquement et financièrement. Et que l'administration malaisienne est au service du développement économique et qu'il n'y a pas les contraintes administratives qui ont été mises en relief par Ahmed. Et la majorité des clients sont non musulmans. Et la corruption n'est pas en croissance comme chez nous, elle est en décroissance là-bas pour ne pas dire quasi nulle. Mehdi Mijbal et ensuite Youssef Bardadi. Moi je voudrais juste dire que le modèle islamique de la finance a prouvé qu'il était efficace. Il l'a prouvé dans la crise de 2007-2008, où il a résisté à cette crise, où il a fait ses preuves. C'est un secteur qui croît aujourd'hui à 2 chiffres. Les actifs qu'il brasse sont énormes, on parle de 1000 milliards de dollars. 300, personne ne le conteste. Maintenant, le problème, il est où? C'est qu'au Maroc, qui est un pays islamique, c'est inscrit dans la Constitution, on a du mal à assumer ça. Le projet de loi qu'on a entre les mains aujourd'hui, qui a été validé par le Conseil du gouvernement, montre une certaine gêne de nos autorités monétaires. C'est intéressant, mais là je demande. Ce qui me dérange le plus. Je reste avec Mehdi Mijbal parce que bien sûr que soit Youssef Bardadi, Talal Hlou, même si c'est ici ou Omar Ketali, je peux considérer que vous êtes apolitique. Juste Mehdi Mijbal, alors que il y a aussi une réalité, mais là elle est d'ordre politique. Nous avons le Parti Justice et Développement, le PJD, qui est aux commandes de ce gouvernement, dans sa première version, dans sa deuxième version, qui lui assume totalement son référentiel idéologique, mais qui religieux, qui n'assume pas ça dans un projet de loi que lui-même valide. Et comment vous l'expliquez, vous, Mehdi Mijbal, éventuellement? Ça, comment ça s'explique? C'est un mot très simple, c'est de la schizophrénie, c'est de l'hypocrisie. C'est que les lobbies en l'occurrence ont été plus forts? Comment? Les lobbies ont été plus forts. Les lobbies ont été plus forts. C'est un projet de loi. C'est un projet de loi hypocrite, schizophrène et qui envoie de mauvais signaux au reste du monde. Quand on exige que le capital d'une banque ou d'une institution, quelle que soit son activité, soit détenu à 51% par des Marocains, c'est un mauvais signal qu'on envoie au reste du monde. Quand on dit que la communication, la pub, les campagnes d'affichage vont être contrôlées par un conseil des oulémas, qui n'a pas forcément de compétences en matière de pub c'est lui qui a de communication, de décider, la vocation de conseil. Ça envoie un mauvais signal. Le projet de loi de valider, c'est l'autorité. Ça envoie un mauvais signal. C'est ce qui m'intéresse le plus. C'est cette hésitation, c'est cette gêne qu'on a dans ce projet de loi à assumer qu'on veut faire de la finance islamique. Aujourd'hui au Maroc, on veut faire du halal, mais sans le dire. On fait de la demi-finance islamique. On veut faire du halal, on le stoppe en disons que c'est pas l'aboutissement, ça se fait par étapes de toute façon.
On n'est pas dans un aboutissement d'un je suis désolé, la Grande-Bretagne, l'Angleterre, qui est un pays... L'Angleterre sont pragmatiques, ils sont cohérents avec eux-mêmes. Pourquoi nous, on n'est pas pragmatiques, on n'est pas cohérents? Ça, il faut le demander un peu plus loin. En tout cas, on considère que c'est une première étape. Juste, Youssef Berdadi, président du directoire de Dar es Safa. Est-ce que les choses, simplement, j'ai une question, je rappelle que vous êtes président du directoire de Dar es Safa, est-ce que les choses vont s'accélérer au niveau des banques maintenant que ce projet de loi est là, existe? Est-ce qu'il y a des choses qui vont se mettre en place ou pas, selon vous, dans les prochains jours, les prochaines semaines? Oui, moi je pense que c'est tout à fait naturel et normal que les choses vont s'accélérer. Donc dans les prochaines semaines, tout le monde va se préparer justement à la sortie de la loi avec les textes d'application, etc. Et donc moi je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la venue de cette loi, au-delà de est-ce qu'elle est schizophrène ou non, etc. Moi je suis un homme. Ça c'est l'appréciation de chacun. Je suis dans la banque et dans l'économie, donc j'apporte une solution économique à une frange de population qui est demandeur d'un mode de financement, d'un mode d'investissement, et c'est le bienvenu. Donc voilà, ça ne peut être que compléter notre système bancaire actuel. Et ça peut ouvrir à plus de... Parce qu'il y a une chose aussi, à tort ou à raison, le système bancaire qui serait plus ou moins monopolistique, pas forcément très concurrentiel. Est-ce que la banque participative, la banque islamique demain peut introduire une forme de dose de plus de concurrence ou pas? La concurrence, il y aura certainement une concurrence au Maroc. Enfin, moi, donc vous dites qu'il y aurait seulement des Islamic Windows, etc. Moi, je ne sais pas, mais normalement, il faut qu'il y ait des banques qui vont s'installer. La concurrence est bonne pour le consommateur. Quand on a eu Meditel, puis Inouï, ça n'a pas diminué le bénéfice de Maroc Télécom. Non, mais la concurrence, c'est une vision sclérosée. Non, mais ça, c'est une donnée universelle. Plus il y a de concurrence, ah oui, c'est pour le consommateur. Clair. Mais quand moins il y a de concurrence, moins c'est bon pour le consommateur. Donc il y en a qui considèrent à tort ou à raison qu'on n'a pas suffisamment de concurrence au niveau du circuit bancaire, le circuit des assurances. Voilà. Donc je me dis que si le moins bon des scénarios déclinés par Omar Kettani, c'est d'avoir des banques aujourd'hui qui ouvrent des fenêtres de produits islamiques, donc on va se retrouver pas forcément avec plus de concurrence, tout simplement. J'encourage la concurrence, c'est toujours bon pour le consommateur. Non, je pense qu'il y aura des banques qui vont s'installer. De nouvelles banques qui vont s'installer. Non, c'est-à-dire, selon bien sûr la loi, mais qui vont venir. Les banques marocaines vont ouvrir aussi des filiales. Il faut que nos autorités deviennent un petit peu. Il y a un paramètre qui est important. Très vite, c'est la vitesse d'exécution. Exactement. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'on prendra encore 5 ou 10 ans à installer de véritables banques islamiques. On n'a pas ce temps-là. La mondialisation, la concurrence et la compétition à l'échelle mondiale nous imposent. Et c'est une occasion, c'est une opportunité, parce que les pays du Golfe, peut-être demain, seront dans des situations difficiles ou différentes. On a une opportunité extraordinaire pour attirer ces capitaux. Et comme l'a dit Simehdi, on est en train de bloquer l'avènement de ces capitaux sur le marché marocain. Or, si on opte pour une ouverture financière à l'échelle mondiale, il faut l'assumer. Exact. Il faut l'assumer. C'est aussi peut-être notre propre culture, on y va doucement mais sûrement, mais en tout cas voilà. Mais c'est vrai que la mondialisation, doucement et sûrement, c'est pas forcément la bonne démarche, le bon timing. Rapidement et sûrement, c'est bien. Rapidement et sûrement. Ouais. C'est difficile. C'est de faire des choses. En tout cas, merci à vous tous. Merci d'avoir accepté, d'avoir nourri ce débat d'aujourd'hui qui avait pour thème finance islamique, financement alternatif ou alternative sans financement avec un point d'interrogation. Merci à vous, Youssef Berdadi. Je rappelle que vous êtes président du directoire de Dar et Safa. Merci également à Talal Hlou, directeur de MFI Consulting, société spécialisée dans le conseil et la formation en finance islamique et non pas en banque participative. Merci également à Brahim Saint-Issi. Vous allez nous réinviter pour un autre débat sur ça. Avec plaisir. Merci également à Brahim Saint-Issi, directeur de CGFI Consulting, cabinet spécialisé dans le conseil en finance. Merci également à Omar Kettani, professeur à l'université Mohamed V de Rabat et membre de l'association Maroc Études et Recherches en économie islamique. Et merci également à Mehdi Mijbal, journaliste économique au titre de presse francophone telle quelle. Donc merci une fois de plus à vous tous. Merci à Mohamed Siman, merci à Mohamed Ladbouni, merci à la réalisation. Avec ou sans Paris, on revient dès demain à partir de 14h avec un nouveau thème de débat politique. Excellent après-midi à tous sur Lux Radio et à demain.